Nos invités sont tous arrivés, on va pouvoir commencer. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste économique, spécialisé dans l'économie à impact aujourd'hui, mais journaliste économique d'abord. Et je vais vous accompagner cet après-midi sur ce séminaire France Stratégie, essentiel à quelques semaines des élections européennes. Vous savez qu'on est maintenant à moins de 50 jours des élections. Vous savez sans doute aussi qu'Emmanuel Macron s'exprime demain à la Sorbonne sur la question européenne. Et vous savez également qu'on parle très peu d'économie pendant cette campagne. Ça ne va peut-être pas vous étonner, c'est souvent le cas pendant les campagnes électorales. Eh bien, nous, on va parler d'économie. On va parler d'économie européenne aujourd'hui, on va parler d'économie, de politique budgétaire, de politique commerciale, de compétitivité, d'investissement, de souveraineté européenne. Et on va en parler cet après-midi au travers de deux axes, au travers des deux tables rondes qui nous attendent. D'abord au prisme de ce qui s'est passé en Europe depuis 15 ans. 15 ans de crise économique, crise financière, crise de la dette, crise sociale, crise sanitaire, crise environnementale, crise géopolitique. Bref, on a une crise à peu près tous les 2 ans. Certains disent qu'en fait, on est en mouvement. C'est habile. On peut aussi dire qu'on est en crise. Et puis, on va en parler sur la deuxième table ronde au travers du prisme de l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire à la lumière de ce que nous avons traversé depuis 15 ans, quels sont les défis aujourd'hui, quelles doivent être les priorités de la prochaine Commission européenne. Et à la fin de chaque table ronde, eh bien, on tâchera de consacrer du temps à vos questions, une vingtaine de minutes à peu près. Mais avant de démarrer, nous accueillons le commissaire général par intérim de France Stratégie, Cédric O, pour un petit échange introductif. Bonjour Cédric. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Parce qu'il l'avait éteint. Un, deux, oui. Il fonctionne. Alors, je rappelle quand même que France Stratégie, pour ceux qui ne l'auraient pas bien en tête, c'est un service du Premier ministre qui est chargé d'évaluer les politiques publiques à la demande du gouvernement, mais aussi d'anticiper les mutations, d'animer le débat public en éclairant les choix collectifs sur les enjeux importants, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient économiques. Et Cédric, d'abord, merci pour ce séminaire. Et j'aimerais savoir, pour commencer, première question, pourquoi c'était important pour France Stratégie d'organiser ce séminaire? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, bonjour. Effectivement, vous l'avez rappelé, on est à 6 semaines des élections européennes, donc la campagne a commencé. On ne parle pas forcément beaucoup d'économie, effectivement. Et puis, nous, à France Stratégie, on aime bien prendre du recul. Donc, effectivement, c'est ce qu'on propose cet après-midi, prendre du recul pour revenir un peu sur les... Alors, vous avez parlé de crise, moi, je parle de défis qu'on a traversés collectivement ces dernières années en Europe, sur la manière dont on les a gérés, puis évidemment se tourner vers l'avenir. Alors évidemment, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, ça dépend des sujets, ça dépend aussi des personnes, on le verra cet après-midi, mais en tout cas, personne ne peut nier que ces dernières années, l'Europe a été active, et même on peut le dire, réactive et davantage réactive que ce qu'elle pouvait l'être, par exemple, il y a 15 ans. Donc, il semble qu'on apprend au fur et à mesure, ce qui est bien, puisque les défis qui nous sont adressés sont de plus en plus complexes. Après, si je reprends les mots de François Villeroy de Galhau dans sa lettre adressée au président de la République en début de semaine, il est utile aussi de passer de la gestion des crises à une ambition de plus long terme. Donc, voilà, donc cet après-midi, on espère apporter quelques réponses aux questions que vous avez brièvement énumérées. Politique monétaire, budgétaire, action climatique, productivité, c'est déjà un programme assez chargé. Peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par la politique monétaire. Qu'est-ce que vous attendez en matière de réflexion autour de la politique monétaire? Alors, je vais peut-être être détrompé, mais si je vais provoquer, je dirais que c'est peut-être le sujet sur lequel j'en attends le moins, parce qu'on a l'impression qu'on a fait le job ces 10 dernières années. Alors peut-être que je m'avance un peu, mais effectivement, cette politique monétaire qu'on a déléguée à la BCE, elle nous a sorti de la crise des dettes souveraines avec le whatever it takes. Elle nous a sorti du risque de déflation avec sa politique d'assouplissement quantitatif. Là, plus récemment, on a vu le retour de l'inflation, que les moins de 40 ans n'avaient pas connu d'ailleurs. Et aujourd'hui, alors il faut être prudent, mais il semble que l'inflation retourne dans le lit dont elle a été sortie quasiment aussi rapidement. Donc évidemment, à voir, mais là encore, l'action de la BCE n'y a pas été étrangère.
Et autant on peut le voir, d'ailleurs, dans les différentes enquêtes qui peuvent sortir actuellement, que les Français sont parfois sceptiques sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, sur la monnaie unique, ils sont très positifs. Et d'ailleurs, il n'y a plus en France aucun parti politique significatif qui demande la sortie de l'euro. Voilà, on peut imaginer, donc une fois, je m'avance, hein, mais on peut imaginer que l'action de la BCE depuis 10 ans n'y est pas étrangère. Donc l'euro est populaire et en même temps, il y a des choses moins populaires qui ressortent de l'action de l'Union européenne et notamment, je pense aux règles budgétaires qui sont prises vues comme une contrainte. Oui, alors effectivement, donc les économistes rappellent toujours que dans une union économique et monétaire, il faut des règles budgétaires, mais effectivement, elles ne sont pas aussi populaires que l'euro. Alors, elles n'ont pas toujours été respectées, comme vous le savez, mais même si elles n'ont pas été respectées, elles ont eu un effet important sur les politiques menées dans plusieurs pays européens, et notamment en Europe du Sud. Alors, l'Union européenne a su mettre ces règles budgétaires entre parenthèses pour affronter les conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles règles budgétaires qui ont été négociées, validées, vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Est-ce que ces règles sont adaptées aux besoins d'investissement dans le domaine climatique, technologique ou militaire? Est-ce que le curseur est le bon entre on veut dire intelligence et intelligibilité des règles? Ça, je ne sais pas si on peut répondre d'ores et déjà à ces questions. Mais il y a un point sur lequel on peut d'ores et déjà répondre et sur lequel on peut mettre en avant, c'est l'acquis des dernières années avec quelque chose qui était tabou dans les années 2010, c'est l'emprunt européen. C'est vraiment quelque chose qui était complètement, qui paraissait hors de portée il y a 10 ans. Et comme vous le savez, on l'a mis en place pour financer le plan de relance avec 400 milliards de subventions. Et d'ailleurs, nous, à France Stratégie, on a évalué le volet français de ce plan de relance qui était financé à hauteur de 40% par ces subventions européennes. Et, alors ce n'est pas toujours le cas dans nos évaluations à France Stratégie, mais là, en l'occurrence, notre évaluation était plutôt favorable. Alors, vous parlez d'investissement et c'est intéressant parce qu'effectivement, l'un des principaux besoins d'investissement aujourd'hui, c'est probablement l'enjeu climatique, la transition énergétique et le besoin, il est colossal là aussi. Oui, alors tout le monde a entendu parler du Green Deal, donc un peu moins des nombreux textes législatifs qui l'ont décliné, mais ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne a vraiment affirmé son leadership dans le monde sur l'action climatique. Donc on a des objectifs qui sont clairs, qui sont très ambitieux, pour ne pas dire plus. Mais comme le rappelle souvent Jean Pisani-Ferry, l'articulation entre les politiques européennes et nationales en la matière n'est pas toujours très bien définie. Alors du coup, là, j'ai noté dans son rapport de 2023, que tout le monde connaît, qui a été fait avec France Stratégie en particulier. Donc, je cite, « Aujourd'hui, l'Union fixe les objectifs, mais elle laisse les coûts politiques et les coûts financiers correspondants à la charge des États et prend appui sur une coordination indicative dont l'effectivité est incertaine. L'Europe ne peut pas se permettre d'afficher une grande stratégie climatique tout en restant dans le flou quant à sa mise en œuvre effective. » Ça, c'est pas moi, hein, c'est Jean Pisani-Ferry. Donc, il y a évidemment l'enjeu budgétaire, hein, je viens d'en parler avec les subventions, mais il y a aussi la mobilisation de l'épargne privée. Donc, on parle beaucoup, c'est un sujet qui existait dans les années 2010, quand on parlait moins, mais là, depuis quelques mois, ça revient beaucoup, l'union des marchés des capitaux. Notamment Enrico Letta, dans son rapport remis la semaine dernière, le repousse en avant. Ouais, on attend beaucoup, alors, beaucoup, trop, ça je ne sais pas. Et il y a aussi, évidemment, il n'y a pas que les sujets financiers, il y a les sujets d'acceptabilité. On parle beaucoup en France, évidemment, mais pas qu'en France, on l'a vu cet hiver, la révolte des agriculteurs a eu lieu dans plusieurs pays européens. Et on n'a qu'une après-midi pour en parler ensemble, mais il y a encore beaucoup d'autres enjeux européens. Je pense à la compétitivité, à la productivité. Il y en a beaucoup sur lesquels on va discuter ensemble et sur lesquels vous attendez sans doute la parole de nos intervenants. Oui, alors, j'ai un sujet qui est un peu moins favorable pour l'Europe. Donc, on sait que l'Europe est un continent vieillissant, avec une population qui stagne, donc ça c'est connu, c'était anticipé. Mais c'est aussi un continent où la productivité stagne. Donc ça c'était un peu moins anticipé, plus surprenant. D'ailleurs, c'est encore un objet d'investigation, de recherche pour les économistes, notamment et au sein des conseils nationaux de productivité européens. Le français est logé à France Stratégie et présidé par Natacha Valla d'ailleurs. Et ce déficit de productivité, donc évidemment on ne comprend pas
complètement, mais il y a évidemment un lien avec le retard européen en matière d'innovation et de technologie. Et pour citer qu'un exemple, hein, qui était celui qu'a repris Mario Draghi, qui prépare lui aussi un rapport sur la compétitivité en Europe, qui rappelait qu'il n'y avait que 4 acteurs technologiques européens sur 50 mondiaux. Évidemment, n'est pas en rapport avec le poids de l'Europe dans l'économie. Merci beaucoup, Cédric Audny, pour cette entrée en matière. Vous pouvez l'applaudir. Encore un petit mot pour terminer. Juste, évidemment, je voudrais remercier les équipes de France Stratégie, du département économie, communication, Marie-Cécile Milla pour la préparation et l'organisation du séminaire. Et puis, je vous rappelle qu'à l'issue, on peut se retrouver pour débriefer autour d'une petite collation. Voilà, ce sera à la fin de cet après-midi. Merci à vous. Alors, nous allons pouvoir ouvrir notre première table ronde qui consiste donc à essayer de synthétiser ces 15 années de crise au pluriel, que nous avons traversées. Et on va regarder comment l'Union européenne a géré ces 15 années et quels enseignements on peut tirer de tout ça. Et donc, pour cela, je vais inviter à me rejoindre sur scène les 4 premiers intervenants de notre première table ronde. Natacha Valla, doyenne de l'école de management de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité. Vous pouvez les applaudir. Sébastien Jean, professeur au CNAM, Xavier Rago, président de l'OFCE, et André Sapir, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et senior fellow chez Bruegel. Voilà, vous avez chacun devant vous un micro et je vais commencer par adresser ma première question à Natacha Valla parce que alors, vous avez longtemps été en poste à la Banque centrale européenne, vous avez été notamment directrice générale adjointe de la politique monétaire. Au moment de la crise bancaire et de la crise des dettes souveraines, est-ce que vous diriez que l'euro, comme on l'entend parfois, nous a protégés? Est-ce que sans l'euro, ça aurait été vraiment la catastrophe? Est-ce qu'il nous a vraiment protégés? Beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis. C'est vrai qu'on a eu le temps de revenir sur ces épisodes de crise qui nous semblaient un peu nouveaux pour nous en Europe, dans un contexte dont on identifiait déjà, je vais répondre, hein, c'est oui, mais dont on identifiait déjà qu'il y avait des étapes qui n'étaient pas encore franchies dans la construction de l'union monétaire telle qu'on l'a conçue pour l'euro. Mais malgré ces difficultés, malgré ces faiblesses qui étaient anticipées par les marchés, qui ont servi à certaines attitudes un peu spéculatives, et puis d'autres attitudes qui n'étaient pas forcément spéculatives, qui consistaient à mettre en avant les différences entre les pays de la zone euro au niveau des performances économiques, au niveau des performances budgétaires de façon comparative. Malgré tous ces shortcomings, comme on dirait en anglais, les choses se sont plutôt bien passées avec le bénéfice du recul. En temps réel, tous ceux qui sont ici dans la salle ont traversé cette période, c'était assez difficile. C'était assez difficile puisque les choses ne nous semblaient pas gagnées d'avance par rapport justement à ces faiblesses liées à l'union budgétaire qui n'était pas encore faite, n'est pas encore aujourd'hui, on y viendra. Et voilà. Et malgré tout, avec une diversité d'adversités et de profils de choc, le choc de la crise souveraine, les incertitudes liées à la situation réelle de la Grèce, des problèmes bancaires qui se sont greffés ou qui étaient imbriqués dans cette question de risque souverain. Bref, tout ça s'est déroulé dans un contexte mondial lui-même soumis très très rapidement en 2008 à ce qu'on a appelé l'arrêt soudain des financements transfrontaliers. Donc, dans ce chaos-là, l'euro, qui était une institution, puisque la monnaie est une institution dans plusieurs sens du terme, elle est incarnée par des institutions, en particulier l'eurosystème et la Banque centrale européenne aujourd'hui en Europe, mais de façon générale, c'est quand même un élément de l'ordre constitutionnel et de la souveraineté telle qu'elle s'exprime. En tant qu'élément de souveraineté par essence européen, on l'avait décidé, on avait notre monnaie qui nous concernait tous et de façon unique. Ça nous a permis de faire face successivement à ces chocs. Et la beauté de la dynamique, je ne veux pas reconstruire les choses de façon idyllique, c'est qu'on a su, en marchant, construire des institutions qui nous ont permis de façon cumulative à nous retrouver aujourd'hui dans un environnement qui nous protège, sans doute beaucoup plus que ce qui était le cas en 2012 et puis en 2015 et ensuite quand les autres chocs sont arrivés. Donc oui, effectivement, ces institutions, ça a été la création de véritables institutions, hein, le mécanisme européen de
stabilité, voilà, toutes les fonctions de stabilité, la formalisation des fonctions de stabilité financière pour les banques centrales, les réflexions sur les règles budgétaires que Cédric évoquait tout à l'heure. Là, tout ça, on a su réagir de façon avec une intelligence collective qui, encore une fois, vu de l'extérieur, n'était pas gagnée d'avance parce qu'on a des différences fondamentales, non seulement économiques, mais aussi socioculturelles, qui s'expriment aussi bien autour d'une table du Conseil des gouverneurs qu'autour d'une table de Conseil européen. Bien, on a su, et grâce à l'euro, qui a été un instrument, on y reviendra sans doute, moi je pense, contrairement à Cédric, qu'on peut encore dire beaucoup de choses sur la politique monétaire, grâce à cet instrument qui était là, qui a été accepté par tous parce qu'il a sans doute été perçu comme plus technique que ce qu'il ne l'est vraiment, ça nous a permis d'avoir cette stabilité et d'exister encore collectivement aujourd'hui. Et qui aujourd'hui est un instrument qui est une réserve de change dans le monde. 25% des réserves de change, je crois. À peu près. C'est finalement, alors c'est beaucoup décrié parce qu'on se dit 25%, c'est pas beaucoup, ça Alors, on peut devrait se battre être sur les plus. chiffres. Entre 20 et 25% réserve de change, monnaie sur toutes les dimensions des monnaies internationales du rôle des devises, c'est une monnaie qui est structurellement importante et qui l'est sans doute pour longtemps. Xavier Rago, vous présidez l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui avait porté un regard assez critique quand même pendant la crise sur la gestion budgétaire européenne. Et puis, depuis 15 ans, tous les tabous budgétaires européens ont sauté. Est-ce que l'Europe a changé de nature? L'Europe a changé de politique dans un contexte institutionnel assez invariant. Et je crois qu'elle a assez radicalement changé. Elle a changé, je vais donner une date. Moi, je mets autour de 2015, la commission Juncker, où il y a eu le bilan de la crise des dettes souveraines qui a été acté, je dirais, et il y a eu une nouvelle orientation sur l'investissement, l'assouplissement des règles budgétaires. Donc il y a un changement profond, positif, qui me rend assez optimiste depuis 2015. Avant d'aller vers l'optimisme, ce qui s'est passé avant, et la critique de l'OFCE, mais pas que, a quand même, je pense, validé le fait que les 10 premières années de l'Europe ont été, de l'euro en particulier, ont été assez mal gérées. Il y a eu, je pense, dans les 10 premières années, jusqu'à la crise des dettes souveraines, pour aller vite, la croyance que juste la politique de la concurrence allait faire converger les économies européennes. Et les 10 premières années de 2000 à 2010, ça a été la grande divergence. La divergence, la productivité italienne qui s'est effondrée, la balance courante espagnole, l'Espagne s'est endettée massivement vis-à-vis du reste du monde, la Grèce a divergé. Donc, pour voir à quel point maintenant il faut être optimiste, il faut revenir sur le fait qu'à quel point on pouvait être pessimiste en 2010. Et je pense que, et je dis ça en tant qu'économiste, il y a eu un certain économicisme dans les 10 premières années de la zone euro en disant les mécanismes de marché, la discipline budgétaire et la stabilité des prix allaient faire qu'il y aurait une discipline collective qui allait faire converger tout ça, l'allocation des facteurs, enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails. En fait, en 2010, il y a eu un réveil, je pense, et petit à petit, presque à traiter un changé, c'est ça qui est assez impressionnant, à traiter un changé, les institutions européennes ont changé leur compréhension, ont assoupli les règles budgétaires en disant peut-être finalement autoriser les États nationaux à stabiliser les économies en les mettant des dettes en récession, c'est peut-être pas si bête que ça. Et donc, il y a eu un assouplissement des règles budgétaires, il y a eu une orientation nouvelle de la politique monétaire avec Draghi. Donc, la conjonction de Draghi, Juncker, peut-être Moscovici, la Commission, que a changé l'orientation de la politique économique européenne. Je dis ça parce que ce qui m'impressionne en tant qu'observateur, c'est que on dit l'Europe, c'est des règles, des institutions, on peut donner beaucoup d'acronymes, le MES, le Fiscal Board, enfin souvent c'est des acronymes anglais d'ailleurs. Tout ça c'est important mais intéressant, mais on voit que même à institution inchangée, les équipes peuvent, sur la base d'un compromis politique avec les États, changer l'orientation de la politique économique. Pour parler de politique industrielle, pour parler d'emprunt européen, pour parler de transition énergétique accélérée, avec toutes les limites qu'a cité Cyril Codny. Donc le changement s'est fait par une repolitisation d'une ambition européenne après la crise de 2015. C'est ça, parce qu'on pourrait se dire juste, OK, l'Europe se transforme, l'Europe est résiliente, c'est un grand mot aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, mais on peut se dire aussi c'est juste une inflexion politique dont Mario Draghi est à l'origine. Natacha Valla, pourquoi est-ce que Mario Draghi s'est-il permis d'être transgressif
vis-à-vis des règles des traités européens? C'est vrai qu'à l'époque, on avait une lecture, sans doute justifiée d'ailleurs, de la politique monétaire qui était très orthodoxe et très littérale par rapport au texte du traité, qui effectivement, à texte inchangé, et la transgression de la mise en œuvre de la politique monétaire sous Draghi, c'est l'interprétation de 2 articles qui font à peu près 10 lignes chacun, l'article 123 et le 124. On Concerne vous croit. C'était l'article 101 et 102 à l'époque, c'était plus facile à mémoriser, qui formalise la prohibition du financement monétaire des dettes publiques par achat de la Banque centrale de la dette souveraine sur les marchés primaires de la dette. Alors, ça peut paraître un peu éthéré, mais en gros, c'est ne pas utiliser la planche à billets pour financer des déficits. Et ça, c'était un sacro-saint principe pris de façon extrêmement sérieuse par toutes les instances de l'eurosystème, révisé avec scrupule tous les ans. Il y avait des lettres de blâme pour ceux qui osaient acheter quelques titres. Oui, parce que Donc, réveiller la planche à billets, enfin, faire marcher la planche à billets, c'est réveiller l'inflation. voilà, C'était ça. Hein. c'était vraiment le fondement. Et c'était un fondement qui est bien plus sophistiqué qu'un fondement bassement monétariste. Un principe d'indépendance de la Banque centrale qu'on ne peut pas développer ici, mais en tout cas, c'était un principe sain. Et l'idée de génie, en réalité, à ce moment-là, au moment où on s'est rendu compte que ce manque dans la construction de l'euro pouvait aboutir à des tensions sur le prix des dettes souveraines et donc sur les spreads souverains, et donc des tensions, c'est des doutes sur la pérennité de l'euro même, l'interprétation de cet article du traité, l'esprit du traité a été formulé, et le génie, ça a été aussi de faire accepter ça collégialement à l'ensemble du Conseil des gouverneurs, pour se dire finalement, pour avoir une politique monétaire efficace, indépendante, il faut aussi que l'euro soit là. Et donc, dans cette interprétation du traité, la fonction politique de la Banque centrale, en toute indépendance de son agenda et de son statut et de son mandat, ça a été de dire finalement, cette prohibition-là, elle s'exerce, elle peut nous permettre d'intervenir massivement sur des marchés de dette publique de mes États membres, qui a abouti aujourd'hui à un bilan de la Banque centrale qui est encore très, très liquide, enfin, qui est très, très gros par rapport à ce qu'il ne l'était auparavant, et qui sans doute ne retrouvera pas la taille qui précédait la crise de 2008. Mais en tout cas, ça a permis à la Banque centrale, en toute légalité, dans l'esprit de cette interprétation du traité, d'aller stabiliser et d'aller permettre à l'euro de se pérenniser et de traverser ces crises qu'on évoquait tout à l'heure. Mais le tour de force de Mario Draghi, c'est sans doute d'être parvenu à obtenir un consensus politique. Absolument, mais c'est parce qu'il a fait sortir le sens, justement, et c'est là qu'on voit que le rôle du banquier central, il est technique, mais il va bien au-delà. Il va dans l'intelligence de l'articulation des institutions, il va dans la compréhension, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai aussi ailleurs, dans la compréhension de l'enjeu du rôle de la monnaie pour la stabilité, et finalement le lien que ça peut représenter avec l'ensemble de valeurs et le futur qu'on veut se construire collectivement. Xavier Arago, il y a un autre temps très important dans ce moment de crise. C'est ce moment où la crise des dettes souveraines pousse la Troïka à mettre les gouvernements sous contrôle, voire à installer des gouvernements dans plusieurs pays européens. Est-ce que la démocratie européenne a été mise en danger à ce moment-là au cœur de l'Europe? Non, je ne pense pas quand même. Je pense pas, j'irai pas jusque-là. Je pense que l'équilibre politique dans la gestion de la Grèce en particulier était extrêmement complexe. La Grèce, le Portugal, l'Irlande? Oui. Et je vais venir sur la Grèce parce que je pense que les gens n'ont pas l'ordre de grandeur de ce qui s'est passé en Grèce, qui fait que vous avez raison pour mentionner l'équilibre institutionnel en Grèce était complexe, puisque la Troïka est venue pour renégocier la dette grecque. La Troïka, je n'ai pas rappelé, c'était la Banque Centrale Européenne, la Commission et le FMI. Et le FMI. Mais je vous donnais, dans l'histoire du capitalisme global, il y a à peu près 200 défauts souverains, 200 pays qui ont fait défaut. Le défaut souverain le plus important qu'on ait jamais connu dans l'histoire du capitalisme, c'était la Grèce en 2012-2013, où on a effacé de l'ordre d'un tiers à 50%, ça dépend de l'évolution des taux, de la dette grecque. C'est-à-dire que, et ça c'est marrant parce que c'est des sujets comme ça où il y avait une telle cristallisation politique, ça a été somme toute assez bien, assez bien. Il y a une acceptation du défaut grec, du fait que donc les autres
prêteurs ont accepté d'annuler une partie de la dette grecque. Donc il y a un transfert qui a été fait à la Grèce, porté essentiellement par les institutions publiques, par les autres contribuables des autres pays. Et donc il y a une relation financière de solidarité, mais qui s'est fait pour une forme d'acceptation politique dans les autres pays, notamment dans les pays du Nord, les pays allemands, par une certaine dramaturgie de il faut que la Grèce se rende compte de l'effort qu'on fait. Donc il y a une tension, à l'époque c'était Schäuble, entre Schäuble, lui, il ne faut pas oublier, il était prêt à ce que la Grèce sorte de la zone euro, hein, qui était une option, dans l'intérêt des Grecs eux-mêmes. Donc il y a une dramaturgie assez importante qui fait qu'il y a une crise politique. Ce n'est pas une remise en cause de la démocratie, c'était une crise politique aiguë, où la survie de la zone euro se jouait à ce moment-là. On a réussi à dépasser ça en faisant un défaut où effectivement les institutions politiques nationales ont été ébranlées parce que la crise politique était tellement aiguë que ça a mis politiquement en fragilité. Et je pense que ça a été un facteur de mûrissement des institutions européennes pour plus jamais ça. Donc on a mis en place le MES, le mécanisme européen de stabilité, etc. Mais il y a eu un traumatisme politique dans la gestion des dettes qui nous a permis de mûrir. Maintenant, pas encore tout à fait. C'est-à-dire quand je vois les nouvelles règles qu'on a mises en place, qui ont été votées au Parlement européen il y a 2 jours, il y a un peu de marge pour améliorer l'encadrement budgétaire global. Hein. On peut quand même avancer, mais on avance dans le bon sens, mais on peut encore mûrir au niveau budgétaire européen. On en parlera peut-être à la 2e table ronde, on verra ça tout à l'heure. André Sapir, vous nous apportez un regard différent, un regard belge au milieu de ces panélistes français, et un regard expert, évidemment, en tant que senior fellow chez Bruegel qui a été créé au cœur de la tempête en 2003. Quand on a préparé cet événement, vous m'avez dit la crise des dettes souveraines a été très mal gérée, mais elle nous a beaucoup appris pour gérer la crise du Covid. Expliquez-nous pourquoi vous pensez cela comme ça. Alors, je pense que ce que Xavier vient de dire, au niveau politique, le trauma politique de la gestion de la crise de la dette souveraine, je pense que c'est le terme et c'est l'évaluation correcte. Oui, bien sûr, 2012, il y a un tournant. Et le tournant, il est incarné par la fameuse déclaration de Draghi. Mais il faut quand même se souvenir, comme ça a été pénible d'arriver à ce tournant, sommet de la dernière chance, après sommet de la dernière chance, d'être au bord du précipice. Marco Butti, qui aurait dû être ici aujourd'hui, utilise toujours cette expression ultima ratio. On a chaque fois agi, les politiques, et c'est ça la crise politique, les politiques ont chaque fois agi non pas un coup à l'avance, mais un coup en retard. Et le fait que c'était chaque fois un coup en retard, voire 2, c'était chaque fois au bord du précipice. C'était une fois au bord du précipice, c'était une seconde fois, et c'était sans arrêt au bord du précipice. En même temps, aucune crise n'est jamais prévisible en réalité. C'est le principe même d'une crise. Non, mais ici, ça a été bien sûr une crise, mais ça a été une crise existentielle. Ça a été une crise existentielle pour l'euro. Ça n'a pas été seulement une crise existentielle pour savoir si la Grèce allait, oui ou non, rester dans l'euro. C'est devenu une crise existentielle sur l'euro lui-même. Est-ce que l'Italie va sortir un pays après l'autre? On n'est pas arrivé exactement à la France, ni même à la Belgique, mais quand même, les pays du Sud, l'un après l'autre, on voyait bien l'inquiétude. Donc je pense que, oui, et il faut se rappeler quand même que la crise grecque, elle ne se termine pas en 2012, elle se termine en 2015. Donc de 2010, début de la crise, à 2015, on vit dans une situation très très difficile en dépit de cette fameuse déclaration en 2012 qui est un basculement. Donc quand commence la crise Covid, je dirais il y a 2 facteurs qui jouent un rôle auprès des décideurs politiques. L'un, c'est le souvenir, on est en 2020, le souvenir de la crise de la dette souveraine, il est encore extrêmement présent à l'esprit des gens. Mais en plus, malheur, la crise Covid, elle commence où ça? Elle commence en Italie. Elle commence en Italie, et puis elle va en Espagne. Elle ne va pas en Grèce, mais elle va en Espagne. Et c'est à nouveau les pays du Sud qui ont gardé quand même un goût très amer.
Nous, effectivement, on se dit, bon, on a bien géré finalement la crise, Draghi a pris les bonnes décisions, Schäuble a pris les bonnes décisions, on a pris les bonnes décisions, on a créé plein de nouvelles institutions, mais pour les pays du Sud, les choses, ils ont vu une cassure Nord-Sud. C'était des citoyens de deuxième rang, le Club Med. Le Club Med, et voilà, c'est à nouveau le Club Med, 2 membres du Club Med, l'Italie et l'Espagne, qui sont atteints de plein fouet par la crise du Covid. Et ça, pour des gens comme moi, plus bruxellois que belges. Vous êtes de l'Europe du Nord, vous. Alors, comment, au moment où la crise Covid a commencé, on a été capable, collectivement, de mettre en place d'abord cette idée d'un plan de relance, et pas seulement une idée et des sommets de la dernière chance où on parle, ça capote, etc. Ici, à la mi-juin, le jour de mon anniversaire, le 13 juin, par hasard, après le sommet le plus long du Conseil européen, dans l'histoire du Conseil européen, on se met d'accord effectivement sur ce plan de relance de 750 milliards, avec des choses qui étaient à peu près inimaginables auparavant, d'avoir cette dette commune européenne. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé sur ce sujet. Les mois qui ont précédé, je disais, c'est impossible. On avait parlé, je me rappelle, on avait parlé pendant la crise de la dette souveraine du même genre de mécanisme, et ça n'a même pas été à l'ordre du jour du Conseil des ministres des Finances, voire même pas, il n'y a même pas question que ça aille sur la table des premiers ministres. Donc, des idées qui étaient lors de la crise de la dette souveraine inimaginable, une dette en commun pour essayer ensemble de résoudre un problème, a été possible extrêmement rapidement lors de la crise Covid. Alors, inimaginable, essentiellement aux yeux de l'Allemagne. Comment se fait-il que pendant la crise Covid, l'Allemagne a changé de point de vue? Est-ce qu'elle a des intérêts à défendre à ce moment-là? Absolument. Donc je pense qu'il y a un changement de l'Allemagne qui a été absolument, absolument crucial. On se rappelle que pendant la crise de la dette souveraine, il y a une coalition quelque part, Pays-Bas, Finlande, pays très très dur, l'Allemagne pas aussi dur, mais en fait se cachant un petit peu derrière la dureté de la position des 2 plus petits pays qui sont les Pays-Bas et la Finlande. Mais l'Allemagne étant clairement dans ce même camp. Et donc, allant vraiment presque à reculons, chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bord du précipice. Quand vient la crise Covid, très très rapidement, l'Allemagne, qui hésite un moment, parce qu'il y a de nouveau les Pays-Bas et la Finlande qui prennent une position contre une dette commune, l'Allemagne hésite un moment et très très rapidement se rallie dans le camp, on va dire, majoritaire, et la Finlande et les Pays-Bas lâchent le morceau. Pourquoi l'Allemagne change d'avis? Je pense qu'un élément, on l'a dit, c'était plus facile pour le Covid parce que c'est une crise exogène. Ce n'était pas les Grecs qui avaient mal géré leur dette. C'était plus facile d'acquiescer. Tous, on faisait face à la même crise. Mais il y a, je crois, un facteur au moins aussi important qui est la situation internationale. Quand commence la crise Covid, on est encore sous la présidence Trump. Trump a commencé la guerre commerciale avec la Chine et Trump a commencé une guerre commerciale aussi avec l'Union européenne, mettant des mesures sur l'acier et l'aluminium venant de tous les pays, y compris de l'Union européenne, et menaçant de mettre des mesures à l'importation, des barrières à l'importation sur l'automobile. L'automobile, évidemment, secteur hyper important pour l'Union européenne, mais en particulier pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne voit bien que le marché unique, l'Union européenne, sa stratégie qui avait été auparavant de se dire maintenant ce qui compte pour nous c'est le marché mondial, le marché européen finalement, marché en faible croissance, productivité faible, ce n'est pas le marché qui va absorber les exportations allemandes. Dans un contexte mondial, États-Unis, Chine, beaucoup plus difficile, l'Allemagne se rend compte que le marché européen, c'est hyper important. Donc la question intérêt, c'est pas, il y a bien sûr une question solidarité vis-à-vis des pays du Sud qui avaient été fort touchés par la crise de la dette souveraine. Et je crois qu'il y a voulu avoir une certaine amende, une certaine réparation de l'erreur qui a été faite auparavant, mais il y a aussi clairement un élément d'intérêt. Donc l'Allemagne veut préserver son industrie automobile et ses parts de marché commerciales. Très intéressant, merci. Sébastien Jean, vous êtes, vous, professeur au CNAM.
Vous étiez encore l'an dernier directeur du CEPI, qui observe le fonctionnement de l'économie mondiale. Au plan commercial, justement, comment l'industrie européenne a-t-elle traversé ces 15 dernières années? Bonjour à tous. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut vraiment distinguer les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui du contexte de plus long terme, je dirais. Et si je reprends le contexte de plus long terme, je ne suis pas sûr qu'on ait toujours conscience ici en France, mais en termes d'évolution commerciale et industrielle, au fond, depuis 2000, ce contexte il a été marqué par une sorte de réussite insolente de l'Europe, globalement, contrairement à ce qu'on peut facilement penser en France. Entre 2000 et 2019, évidemment, derrière, il y a l'émergence extrêmement rapide de la Chine. D'accord ? Ce n'est pas comparable directement à l'Europe, parce qu'il y a toute une problématique de développement. La Chine est très éloignée de la situation européenne. Mais si on se compare à nos alter ego sur la scène des économies avancées, le Japon et les États-Unis, par exemple, dans les exportations mondiales, entre 2000 et 2019, et j'exclus de tout ça ce qui est commerce intra-européen, les États-Unis et le Japon ont perdu plus de 40% de leur part de marché. L'Europe a perdu à peine quelques pourcents. Alors évidemment, nous, en France, on souligne à juste titre que ce n'est pas nous qui avons été les principaux moteurs de cette stabilité. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans le même temps, il faut faire à la fois ce constat au niveau international, encore, je répète, sur les industries traditionnelles, moi, ce que j'interprète comme une réussite éclatante, globalement, et un échec à maintenir bien les équilibres internes. Et ça, effectivement, la France l'a subi, et c'était lié en particulier, enfin, en partie à la crise macroéconomique et financière qui vient d'être décrite, mais pas seulement. Dans le même temps, l'industrie européenne a péché en ne réussissant pas à maintenir sa cohésion et son équilibre interne. Donc il y a eu des forces de polarisation au sein de l'Union qui ont créé des déséquilibres de plus en plus importants, en particulier la position commerciale et industrielle de la France, pour le coup, et en particulier au sein de l'Europe, c'est beaucoup dégradé dans les années 2000. Donc voilà, premier élément de constat. Et puis deuxième quand même, parce que 2019, ce n'est pas aujourd'hui, depuis 2019, on est confronté à des défis et des doutes et des évolutions beaucoup moins positives. Et c'est ça, je crois, qui vraiment doit aussi nous amener à nous interroger aujourd'hui pour les décisions à venir pour l'Europe. Ces défis sont essentiellement de trois ordres, à mon avis. La montée des tensions géopolitiques, et puis des ruptures qui sont de deux ordres. Le premier, c'est l'urgence climatique et l'urgence de la transition écologique et énergétique. Et le deuxième, c'est la révolution du numérique. Sur ces trois dimensions, sont un défi pour l'Europe. Les tensions géopolitiques, parce que l'Europe n'est pas un État, elle a plutôt été bâtie pour justement diluer les rapports de puissance dans des règles. Or, les règles au niveau international, au niveau multilatéral aujourd'hui, elles sont affaiblies. Il ne faut pas croire qu'elles ne comptent plus, elles continuent à compter. Dans la majorité du commerce mondial, elles comptent, elles sont respectées, mais de plus en plus, il y a des exceptions, et ces exceptions, elles sont importantes, et elles sont sur les flux souvent les plus chargés politiquement. Évidemment, on pense en particulier aux échanges États-Unis-Chine ou à nos échanges avec la Russie, mais c'est malgré tout donc un affaiblissement, disons, du cadre multilatéral. La transition écologique, parce que dans les technologies vertes, la Chine est outrageusement leader, on est à la traîne, on est en retard, et dans la révolution numérique, parce que là aussi, on est en retard. Alors, dans nos réflexions économiques, on se compare beaucoup au niveau européen avec les États-Unis et avec la Chine. Dans ce contexte-là, et face aux tensions géopolitiques, quels sont les instruments de politique commerciale que l'Europe a fait évoluer? Et est-ce que ces instruments ont évolué dans une orientation plutôt offensive ou plutôt défensive? Parce que ça éclaire beaucoup de choses. Oui, c'est intéressant. Je crois que ça fait écho un peu à la discussion qu'on a eue déjà sur les aspects monétaires précédemment. C'est-à-dire que l'Europe a traité un changé, là aussi, s'est adaptée de façon significative à un environnement qui changeait. Il faut bien comprendre que la culture européenne en matière commerciale, elle est très multilatéraliste, elle est très attachée au fait que les relations commerciales doivent être organisées autour de règles et de leur respect. Ce n'est pas pour rien. C'est à la fois parce que c'est le plus conforme aux valeurs européennes de construction basée sur des accords et non pas sur des rapports de force, mais aussi, et je le disais déjà tout à l'heure, l'Europe n'est pas un pays, donc c'est une structure institutionnelle différente. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir des relations commerciales qui soient gérées sur les rapports de force.
Donc, effectivement, l'historique, c'était ça. Maintenant, ce qui s'est passé et ce qui nous a amené à nous adapter, c'est que là où pendant un certain temps, on a pu penser que finalement respecter les règles et essayer de rendre tout ça cohérent, ça suffisait à définir une politique commerciale, de plus en plus, on a l'impression que ça n'est plus suffisant. Et donc, depuis en fait assez longtemps, hein, depuis une dizaine d'années, progressivement et de plus en plus intensément, la politique commerciale européenne s'adapte. Hein. Je ne sais pas si c'est suffisamment visible. Je sais qu'il y a encore beaucoup de preuves à faire de l'utilité et du fait que les adaptations soient à la hauteur des défis, mais ces adaptations, elles sont là. Pour les nommer, un certain nombre d'instruments ont été, ou d'évolutions dans les règles ont été mises en œuvre. L'évolution des instruments de défense commerciale. Les instruments de défense commerciale, c'est notamment l'antidumping ou c'est les mesures anti-subvention. Ça date de 2017 pour une partie, 2018 pour l'autre. Un filtrage des investissements directs entrants, une coordination au niveau européen, un règlement sur les subventions étrangères qui est assez nouveau comme outil, qui justement en ce moment est dans ses premières utilisations et qui est en tout cas nouveau par la réactivité et un peu l'influence qu'il peut avoir. Des règles également sur un instrument de réaction à la coercition économique. Voilà, donc, et puis l'instrument sur les marchés publics aussi, qui en France est quelque chose qui a souvent été, d'ailleurs sans doute un peu démesurément présent dans les débats publics et qui maintenant permet à l'Europe d'essayer de se donner les moyens d'imposer une réciprocité par rapport à des partenaires qui n'ouvriraient pas leur marché public à nos producteurs. Donc tout ça, je crois que ça participe d'une volonté d'être cohérent avec ce positionnement historique, institutionnel, dire nous on est multilatéraliste et c'est nos intérêts et nos valeurs de rester dans les règles, mais pour autant, on ne veut pas que ce soit à notre détriment, on ne veut pas être naïf et donc on essaie de se donner les moyens de construire aussi un rapport de force pour protéger nos intérêts et puis pour faire en sorte que ce système fonctionne et en tout cas donner aussi des incitations même pour nos partenaires, à changer les règles là où elles sont insuffisantes. Et j'ai commencé tout à l'heure, je disais le multilatéralisme est affaibli. Donc effectivement, il y a un peu des doutes sur le fait de savoir si ces règles sont suffisantes aujourd'hui. C'est ça, parce que vous avez dit depuis 2019, l'Europe freine. Hein, donc voilà, est-ce qu'on est assez offensif? Bon, c'est peut-être une question qu'on abordera aussi à la seconde table ronde. Par contre, la question que je me pose immédiatement, c'est est-ce que ces nouvelles règles, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'on voit des résultats en matière de politique commerciale et en matière de production industrielle? La question reste ouverte, effectivement. Ce que je n'ai pas beaucoup souligné jusqu'ici, c'est que dans les facteurs de défi et de déstabilisation, peut-être pour l'Europe, il y a les politiques de nos partenaires. Le fait que la Chine ait une politique industrielle ambitieuse et une forte coordination d'une économie qui ne fonctionne pas de la même manière que la nôtre, quand même s'il y a beaucoup de concurrence au sein de cette économie, ce n'est pas nouveau. Mais simplement, cette menace ou ce problème ou cette source d'instabilité a changé d'envergure avec le changement de la Chine, qui aujourd'hui est la première puissance industrielle et commerciale mondiale et sur un positionnement de produits qui souvent est en concurrence frontale avec ce que font les Européens. J'ai parlé tout à l'heure des technologies vertes. La Chine est archi-dominante sur les technologies vertes et sur l'ensemble des technologies vertes. Donc là, il y a vraiment, la preuve est à faire, disons. On voit la façon dont les changements peuvent intervenir rapidement. L'exemple le plus frappant pour tous, je crois, c'est ce qui se passe en ce moment sur le marché automobile et cette irruption de véhicules, de voitures électriques européennes, chinoises, qui, à qualité équivalente, sont produits un gros tiers moins cher, ont des coûts de production qui sont inférieurs d'un tiers ou dans cet ordre de grandeur-là à ce qu'on voit en Europe, pardon. Donc, est-ce qu'ils sont efficaces? Pour moi, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire qu'on est dans cette adaptation. L'Europe a des besoins de coordination entre ses États membres. Elle a besoin de se mettre en ordre de marche, de trouver les bonnes réponses. Tout ça, c'est un défi parce que c'est en dehors disons, c'est en rupture avec à la fois le cadre institutionnel qui était le plus favorable pour nous et puis ces secteurs industriels dans lesquels on avait excellé. Ça nous met au défi d'avoir une capacité d'innovation suffisante.
Voilà. Aujourd'hui, je dirais, la tendance des quelques années récentes, elle nous montre qu'il y a un problème et qu'il faut rapidement s'adapter. Et je crois qu'il y a une volonté, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau de la prise de conscience et des tentatives pour échafauder une réponse qu'au niveau d'une réponse qui serait complètement achevée. C'est un processus en cours et c'est le programme des années qui viennent, mais il faut aller très vite. Et donc se faire violence. C'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que Enrico Letta, dans le rapport qu'il a rendu la semaine dernière sur le marché unique, parle notamment de vitesse parmi les grands défis du marché unique. Natacha Valla, je le disais en introduction, vous êtes présidente du Conseil national de la productivité. On attendait que le marché unique stimule la productivité européenne. Pourquoi ça n'a pas été le cas? La productivité est un grand mystère au niveau mondial. D'ailleurs, Sébastien nous fait l'amitié d'être membre du Conseil national de productivité. On travaille ensemble sur ces sujets. Il y a une question ouverte. Au sein de l'Europe, l'hétérogénéité des pays a été soulignée dans plusieurs circonstances. La productivité est un élément d'hétérogénéité assez fort, notamment la productivité mesurée ou visible du travail. Donc ça, on se rend compte par exemple aujourd'hui qu'en France, depuis les dernières crises, on a un problème de productivité qui nous est spécifique par rapport à nos partenaires européens. Bon. Ensuite, aujourd'hui, donc à la suite de toute cette séquence de crises, notamment des dernières mesures qui ont été prises et des derniers chocs qui nous ont affectés, on sait qu'une partie du déficit de productivité peut être attribuée à des facteurs qu'on appellerait entre guillemets conjoncturels ou des facteurs liés aux politiques mises en place pour nous protéger notamment de la crise Covid et de la crise énergétique derrière. Je ne vais pas aller trop loin dedans, mais donc on pense grosso modo, et la Banque de France nous a aidé à poursuivre la réflexion là-dessus, qu'un tiers de ce qu'on observe comme déficit de productivité sera attribué à ces facteurs. Ça nous en laisse quand même 2 tiers qui restent inexpliqués. Dans ce 2 tiers-là, et ça fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un élément essentiel qui est de plus long terme, qui est la capacité de l'économie européenne, là pour le coup de façon agrégée, à mobiliser de l'épargne pour investir dans des investissements qui seraient porteurs de productivité. Donc on pense évidemment de façon, en tout premier lieu, à l'innovation, aux technologies de pointe, à toutes ces choses qui sont un peu risquées, pour lesquelles les acteurs européens et les institutions européennes et les incitations d'allocation de l'épargne européenne ne sont pas forcément bien abouties. Voilà, cet argent qu'on est capable d'épargner collectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que, en miroir de ce que Sébastien décrivait sur les déséquilibres extérieurs, l'Europe est capable de produire une épargne quand même abondante. Cette épargne, aujourd'hui, elle ne va pas au bon endroit. On achète de la dette américaine, grosso modo, alors qu'on devrait investir dans ce qui nous permettrait d'avoir cette productivité-là. On le voit très clairement quand on compare l'Europe à la Chine ou aux États-Unis, qu'en termes de points de PIB, il y a un différentiel de 1 à 2%, 1,5% de points de PIB comme proportion du produit du PIB investi dans la recherche et développement. Donc ça, c'est un élément dont les politiques européennes peuvent se saisir parce que typiquement, on peut décider des politiques économiques collectives pour le coup. Alors on a intérêt à les faire collectivement plutôt qu'au niveau national, même si tout ce qui peut être décidé au niveau national peut aider aussi. Mais au vu des hétérogénéités, c'est intéressant d'utiliser notre force de frappe collective. Alors on pourrait essayer de faire en sorte de mobiliser cette épargne pour qu'elle soit investie au bon endroit. Alors oui, il y a une question de fléchage de l'argent privé, mais il y a aussi une question de la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement. Est-ce qu'ils sont taillés pour financer l'innovation et la R&D en Europe? Alors, c'est une question très intéressante parce que vous faites le lien avec la complémentarité et l'effet multiplicateur de l'investissement public sur l'investissement privé, et donc l'investissement total sur de l'innovation et du digital, parce qu'on parle essentiellement de ça quand même, qui serait porteur de croissance et on l'espère aussi de productivité. Pour terminer juste sur l'épargne privée, ça fait le lien avec la BEI et le FEI, c'est un peu au cœur de ce qui est discuté aujourd'hui. Je crois que c'est Cédric qui évoquait tout à l'heure l'union des marchés de capitaux. On voit que ce qui sort des réflexions qui sont renouvelées, et effectivement, ces réflexions, on les a eues il y a 10 ans, on a réfléchi à la chose avec peut-être moins d'idées qu'aujourd'hui,
Mais voilà, créer un support d'épargne européenne qui ait des incitations à long terme, qui est peut-être une structure fiscale incitative aussi, bref, qui nous permette de dire aux épargnants ou de dire aux intermédiaires financiers qui gèrent cette épargne, faisons-en des choses utiles pour notre économie collectivement. Alors, pour que ce soit déclenché, il faut aussi effectivement que de l'argent public soit dépensé et dépensé au bon endroit. La difficulté qu'on a eue pendant très longtemps, et ça n'est plus le cas, donc c'est pour ça que c'est un peu porteur d'un message d'espoir, c'est que pendant très longtemps, nos banques européennes, ce qu'on appelle les banques multilatérales de développement, ce n'est pas tellement approprié dans le cas de la BEI, même si c'en est une, et c'est même la plus grosse mondiale au niveau des flux de financement. Cette BEI, elle a été très longtemps très, très jalouse de la qualité d'émission de sa propre dette. Souvenez-vous que la BEI, les actionnaires, ce sont les pays membres. Et le plus gros pays membre actionnaire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un émetteur souverain AAA. Il n'a pas du tout envie d'avoir du capital dans une banque commune qui émettrait de la dette en single A. Donc voilà, la protection, la sacro-sainte protection du AAA a fait que, je ne vais pas empêcher, mais enfin a abouti à la conséquence très claire que les portefeuilles d'investissement de la BEI, pendant très longtemps, n'étaient pas risqués. Alors, il y avait des labels de priorité de politique. Les labels de priorité d'investissement sur le vert, par exemple, sont arrivés très vite dans l'agenda de la BEI. Mais au moment on parlait du plan Juncker tout à l'heure, ça commence à dater, mais au moment où il a fallu réformer ce système de pensée, c'était très compliqué dans les comités d'investissement de dire j'ai un truc un peu risqué dans un pays, une région obscure de l'Europe, est-ce qu'on va mettre de l'argent là-dedans? Pendant longtemps, ça a été non. Et puis, c'était aux alentours de 2015, on s'est dit, quand même, on va essayer de faire la quadrature du cercle et de réconcilier cette logique du AAA avec la prise de risque qui est absolument nécessaire sur des investissements de long terme pour l'économie européenne. Et donc là, on a fait preuve d'ingénierie financière assez créative en allant chercher des systèmes de garantie, en allant chercher des systèmes de prise de risque, de prise de perte, en français, les first loss. Enfin, bon, bref, de prise de perte de créditeurs en premier exposé, etc., etc. Tout ça, ça s'est mis en place finalement en marchant. On s'est mis à financer les PME de façon intermédiaire, mais on a trouvé toutes ces solutions. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, en l'absence de dette souveraine pérenne pan-européenne, c'est vrai que cette dette existe, c'est une victoire, mais il faut encore cranter ça de façon pérennisée. On n'a pas encore complètement acquis ce principe-là. La BEI et son bras d'investissement le plus risqué, le FEI, sont pratiquement le seul substitut à de la dette souveraine commune. Donc effectivement, si on surajoute à ça, et je m'arrête ensuite, les capacités d'une institution comme celle-ci à faire non seulement le financement, mais aussi l'analyse des projets, pas la gestation, mais l'analyse des projets, donc avoir cette capacité technique. Il y a autant d'ingénieurs que de banquiers, il y a même plus d'ingénieurs que de banquiers, je crois, à la BEI, à vraiment instruire ces dossiers, ça permet d'avoir une force de frappe finalement assez unique. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'Europe fiscale aussi avec Xavier Rago, parce que l'Europe semble aussi avoir changé de priorité fiscale depuis 15 ans. Comment est-ce que vous analysez cette vision et cette action au niveau européen? Alors, sur la question des équipes budgétaires et de la construction de l'équipe fiscale européenne, on avance, mais il y a toujours une ambiguïté de modèle. Je trouve ça, et une ambiguïté constructive. En fait, au départ, il y a donc les règles de Maastricht et qui encadraient l'endettement national. On voit que, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que c'est 3% de déficit et 60% de dette sur PIB. Aujourd'hui, tout le monde est largement au-dessus. Et il y a une réflexion sur, au fond, à quoi ça sert cet encadrement budgétaire. Ça sert à quoi, en fait? Et la crainte initiale, c'était de dire qu'il ne faut pas qu'un pays s'endette trop parce qu'il va absorber l'épargne des autres pays et donc ça va faire augmenter les coûts de financement des autres États. Et donc, voilà, on voulait limiter l'endettement de chaque État. Là, on voit que ce modèle est en crise et il y a une réflexion qui, par une entrée fiscale, aboutit à une rénovation de ce qu'on peut penser du fédéralisme européen. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, les dettes maintenant nationales sont encadrées par une évolution des règles qui ont changé récemment. Et il y a un nouvel acteur complètement nouveau pour moi, qui est le grand emprunt européen de 750 milliards en euros de 2018, qui fait un niveau fédéral
de la dette. Et pour moi, il y a une question qui n'est pas tranchée dans le débat sur les règles fiscales, et je pense que ce qui a été voté, les nouvelles règles ne tranchent pas, c'est est-ce qu'on va aller vers moins d'endettement national de tous les pays européens pour permettre un accroissement d'un endettement européen strictement. Donc la France, l'Italie, l'Espagne s'endettent moins, mais l'Union européenne s'endette elle-même pour financer des dépenses militaires, malheureusement, c'est de l'actualité, des dépenses de santé, des dépenses voire de technologie. Et est-ce qu'on fait par un nouvel outil de l'endettement européen une vraie politique, notamment une politique industrielle? Moi, j'y crois un peu plus à cette politique industrielle que l'union des marchés de capitaux. J'avoue, je pense qu'il y a plus de traction possible sur le fléchage un peu coordonné entre les États membres de certains sujets d'investissement. Donc, où est-ce qu'on laisse, et c'est l'autre évolution budgétaire possible, on laisse chaque État s'endetter, la France, l'Allemagne, et après, on fait confiance à l'intergouvernemental avec des clubs de pays, France, Espagne, Italie, pour s'endetter et avoir des projets d'investissement communs sur des nouvelles technologies, en jouant sur l'intergouvernemental. Il y a toujours une ambiguïté fiscale européenne, c'est est-ce qu'on joue au niveau communautaire, la Commission, et comme André a dit, moi j'étais surpris du volume de l'endettement européen, et donc il y a une possibilité d'avancer au niveau communautaire, que je pense qu'on n'anticipait même pas nous, Européens, ou est-ce qu'on joue l'intergouvernemental? On joue le club de pays qui vont faire plus de dettes pour investir dans, je sais pas, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et autres. Donc je pense qu'il y a encore une ambiguïté qui s'est cristallisée sur un raidissement allemand de fin 2023 qui a dit on va faire des règles très strictes, et les règles qui ont été votées récemment sont plus strictes que la proposition française européenne qui était pour un relâchement de la capacité d'endettement européen. Donc je pense que pour des raisons internes du débat allemand, il y a eu un raidissement en disant la dette c'est vraiment mal, on va essayer de limiter plus que ce qui était prévu les capacités d'endettement européen. Donc je suis un petit peu inquiet à court terme qu'on rentre dans une spirale d'austérité, je le dis clairement, que voilà, tous les pays fassent une réduction accélérée de dette en même temps, qui fait qu'on comprime l'activité européenne, alors que les États-Unis font tout l'inverse. Hein. Le déficit américain, c'est 8% du PIB. Hein. 8%, c'est colossal. Donc eux, ils y vont à fond, ils financent tout par la dette. Nous, est-ce qu'on va être en contre-cycle et avoir une politique d'austérité? Je suis un peu inquiet. La seule réponse à ça, c'est soit l'intergouvernemental, soit le communautaire, mais il faudra choisir. Parce que si on ne fait rien et qu'on laisse les pays augmenter tous les impôts comme ils peuvent pour réduire la dette et empêcher l'investissement, empêcher la transition verte et avoir des débats nationaux infinis sur où est-ce qu'on trouve l'euro pour réduire la dette, on va créer des crises politiques nationales et on va louper le momentum qui est l'accélération technologique et l'accélération pour la transition énergétique. Donc il nous faut soit du communautaire, soit l'intergouvernemental. Mais il nous faut quelque chose. André Sapir, vous avez envie de réagir et j'ai envie de vous questionner dans la foulée. Je vous pose la question directement, comme ça vous traiterez les deux questions ensemble, sur les ressemblances que vous voyez probablement entre la gestion de la crise Covid et la gestion de la guerre en Ukraine et le besoin de s'endetter pour financer un effort d'investissement sur ce plan-là. Je vais commencer par rebondir à ce qui vient d'être dit. 3 commentaires. Premier commentaire, où je suis en désaccord, tu as dit on est tous hors 60%. Non, ça c'est le premier problème, ce n'est pas le cas. Donc si on prend les pays de la zone euro, oublions le reste de l'Union européenne, on est 20 dans la zone euro, on est déjà assez grand, et on regarde comment la Commission européenne maintenant classe dans son rapport annuel sur la zone euro, comment classe les pays. Il y a des pays à dette faible et des pays à dette élevée. Pays à dette élevée, France, Belgique, on est ensemble, Italie, Espagne, Portugal, Grèce. Dette élevée, c'est même pas au-dessus de 60%, c'est au-dessus de 100%. Et puis il y a des pays à dette faible qui sont aux alentours de 60%, voire en deçà. C'est tous les pays d'Europe centrale et de l'Est. Ils sont nombreux, mais ils sont petits. C'est l'Allemagne. 65, ok, 65, c'est 60, ok. C'est-à-dire c'est où ils étaient à l'entrée dans la zone euro. La France était au même niveau. Donc,
premier problème, tu as parlé tout à l'heure d'hétérogénéité, mais il faut aussi parler d'hétérogénéité au niveau de la dette. Et ça rend extrêmement compliqué l'idée de faire à nouveau de la dette en commun hors Covid. Sans doute une bonne idée, sans doute la plupart d'entre nous sommes en faveur, mais politiquement pas évident étant donné cette hétérogénéité. Première chose. Deuxième chose, je pense que si, à mon avis, il faut être raisonnable, si on veut aller vers une dette en commun, je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages de faire de la dette en commun pour avoir une politique en commun aussi, cette dette en commun, à mon sens, ne peut pas être redistributive. Donc la dette Covid, elle a eu une double caractéristique. Ça a été une dette en commun, mais il y a aussi un élément fort redistributif. On sait bien que l'Italie, elle a obtenu 40% des fonds qui ont été levés en commun. 40%. Le poids de l'Italie dans le PIB ou dans la population de l'Union européenne, ce n'est pas 40%. Donc l'Italie a reçu nettement plus, en partie en rattrapage de ses problèmes précédents. Non seulement Covid, mais crise de la dette souveraine. L'Espagne, numéro 2. Donc ces pays du Sud, ils ont été avantagés, et à juste titre, comme quelque part un rattrapage. Donc il y a un élément, non seulement on fait de la dette en commun, mais on l'utilise aussi pour redistribuer. Si la dette qu'on ferait en commun à nouveau, pour une raison défense, politique industrielle, chacun peut décider ce qu'il veut, à mon sens, il ne peut pas y avoir un élément redistributif. Parce qu'on part de l'hétérogénéité qui était mon point numéro 1. Point numéro 3, politique industrielle. Donc moi, je me pose des questions, très honnêtement, qui travaillent sur ces questions depuis le milieu des années 80, depuis le lancement du marché unique et de l'or. Il faut voir que quand on a mis la vision de Delors, on peut dire naïve aujourd'hui, au vu de la situation, la politique industrielle européenne, c'était le marché unique. C'était ça, la politique industrielle. Le premier rapport qu'il y a eu sous l'époque de l'or, politique industrielle, parce qu'il y a dans le traité européen, il y a un chapitre politique industrielle. Le premier rapport de la Commission sur la politique industrielle européenne, c'était de dire la politique industrielle européenne, c'est le marché unique. C'est ça notre outil commun. Alors, je veux dire aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, productivité, etc., c'était bien, mais c'était peut-être naïf, ça ne correspond plus. OK. Mais la politique industrielle, un des grands problèmes que nous avons, c'est la politique industrielle, en fin de compte, c'est une politique industrielle nationale. Les instruments, même si on va lever l'argent ensemble, la politique industrielle, je l'entends tous les jours en France. Je suis basé à Bruxelles, qui n'est pas très loin de la France. J'entends le débat en France. C'est plus un débat français. De temps en temps, on prononce l'Europe. Mais on dit, il faut relocaliser en France, il faut relocaliser ceci, il faut réindustrialiser la France. OK ? Ça, c'est de la politique industrielle nationale. Et ce débat qui est ouvert aujourd'hui sur la politique industrielle, qui est sans doute nécessaire, il nous ramène malheureusement où nous étions dans les années 80, quand on a voulu s'échapper de cette politique industrielle nationale, parce que cette politique industrielle nationale, elle va nulle part. Elle ne va nulle part. Elle n'allait nulle part dans les années 80, et aujourd'hui, face aux grands défis avec la Chine, avec les États-Unis, cette politique industrielle nationale, elle ne va. Donc, si on voulait une politique industrielle, il faudrait que ce soit une politique industrielle européenne, pas seulement en levant l'argent ensemble. Et ça, il faut réfléchir alors à quelque chose qui est plus, comme tu dis, communautaire, voire plus fédéraliste. Alors, il faut avoir un débat alors de fond sur ces choses. Une réponse de Xavier Arago, oui. Et puis après on essaye d'avancer parce qu'on a plusieurs autres sujets encore à aborder ensemble. Et du coup, je vous demanderai de faire plus court sur les autres réponses. Alors, sur l'hétérogénéité, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est encore dans une Europe très hétérogène du fait de certaines divergences qui s'expriment au final par les dettes publiques, qui sont résultat de beaucoup d'hétérogénéité qu'on subit encore. Et sur l'excédent allemand, sur la baisse de la productivité italienne. L'Italie est un pays qui est en train de sortir de l'histoire en termes de productivité. On peut le dire ici, il y a quand même une inquiétude forte sur la capacité de l'Italie à générer de la croissance elle-même. Et ils n'ont pas retrouvé leur niveau quasiment de PIB sur tête du début de la zone euro. Donc on est dans un monde encore fortement hétérogène, mais en phase de reconvergence depuis 10 ans.
Donc je veux nuancer ce pessimisme. Quand je vois beaucoup d'indicateurs, il y a des phénomènes de reconvergence qui rendent optimistes. Mais on est dans un monde fortement hétérogène et les dettes publiques sont une sanction de beaucoup de déséquilibres européens qu'on avait mal pensé au début. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de politiques et d'intérêts nationaux qu'on cache dans le débat européen. Et il faut trouver des accords. Je pense que sur la politique industrielle et la dette publique, il faut arrêter d'être français. Là, je te rejoins. La dette publique, on s'en fiche. C'est un outil pour des politiques. C'est quoi les politiques qu'on veut faire, les dettes publiques? C'est quoi les biens publics européens, les biens communs européens? Il faut partir d'objets concrets et après, on voit comment on les finance. Il faut partir d'objets concrets. Et là où je suis, le seul point de nuance, c'est sur les politiques industrielles nationales. Non, il y a quand même des objets. Je pense que la politique de la défense, c'est malheureux. Je voudrais citer d'autres choses que l'industrie militaire hein, comme perspective de coopération. Et malheureusement, c'est notre actualité géopolitique. La politique de coordination, de montée en gamme de l'industrie militaire européenne, c'est une coordination possible. Il y a des territorialités entre la puissance nucléaire européenne, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais d'une coordination effective qui pourrait donner lieu à un endettement européen commun. La politique du médicament, il y a beaucoup de coordination réglementaire, avoir des acheteurs communs, etc. Ce n'est pas que de la dette publique. Il faut partir des objets concrets pour à trouver des moyens de financement. Mais il ne faut pas que la question des dettes publiques soit un frein. Alors, André Sapir, là justement, là aussi, sur l'industrie militaire européenne, vous voyez l'Europe se transformer dans sa façon, dans son approche de la crise ukrainienne et de sa capacité à décider vite. Tout à fait. Donc c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, quand la crise, quand la Russie envahit l'Ukraine, et c'est une crise bien sûr politique, géopolitique, militaire, mais aussi un élément économique. La question du gaz pour l'Allemagne touchait de plein fouet. Hein, son modèle économique fort basé sur un gaz russe bon marché, donc le modèle industriel allemand qui peine. Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question, beaucoup d'entre nous se sont posé la question, quelle crise allons-nous connaître? La crise que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que ce sera une répétition de la crise de la dette souveraine, une division de l'Europe non plus nord-sud, mais peut-être est-ouest, qui avait commencé, ou est-ce que ce sera plus une gestion à la crise Covid, où on est capable d'avoir communalité de pensée? Je pense qu'on est beaucoup plus dans le second. Donc on a sauté le pas de ces crises qui ont été extrêmement pénibles pour la crise de la dette souveraine. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus capable, aussi parce que le monde a changé. Et le mot géopolitique qui a été utilisé à plusieurs reprises dans le débat, je pense, est tout à fait correct. On a pris la mesure du fait que nous sommes dans un monde difficile. Et que, étant donné que nous sommes dans un monde difficile, on doit avoir plus de solidarité entre nous, on doit avoir plus de capacité de gestion. En même temps, nous sommes une collection d'États. Et donc, c'est ça, cette difficulté. C'est pour ça que je pense que le débat que tu as amené tout à l'heure est tout à fait fondamental dans cette question. Qui sommes-nous, en fin de compte? Et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir le débat tout à l'heure sur le futur. Qui sommes-nous? Que voulons-nous faire ensemble? Que sommes-nous capables de faire ensemble? Quels sont les grands enjeux? Et je pense qu'effectivement, les European Public Goods, les biens publics européens, ce débat, je pense que c'est un débat absolument fondamental. Mais qui rappelle beaucoup plus la gestion Covid, qui a aussi eu, on a fait des achats en commun de vaccins, et c'est plus la situation, je pense, du tout de la crise de la dette souveraine. Mais je pense que la réalité qui explique tout ça, c'est le monde qui a changé, la géopolitique, la difficulté d'un monde qui est extrêmement dur, et donc la nécessité d'ensemble faire des choses, même si on est très hétérogène en même temps. C'est ça la difficulté. On est hétérogène sur beaucoup de niveaux, et en même temps, on comprend bien que chacun d'entre nous, seul, n'agissant pas ensemble, on ne va pas y arriver. Alors, en matière de biens publics européens, on le voit en particulier depuis la guerre en Ukraine, effectivement, il y a un sujet qui est aussi un sujet d'investissement absolument colossal, c'est celui de la transition énergétique. Sébastien Jean, je voudrais vous demander votre avis. Au plan industriel et notamment au plan énergétique, est-ce que l'Union européenne vous semble suffisamment bien armée pour gagner de nouveaux rapports de force? C'est évidemment une des questions et un des défis majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui.
On aime beaucoup en France parler de la naïveté commerciale européenne. J'aime pas du tout ce terme parce que, enfin, cette qualification, je pense qu'elle est assez impropre. En revanche, je pense que dans la dépendance dans laquelle on s'est mise, et plutôt l'Europe centrale et notamment l'Allemagne par rapport au gaz russe, là, il y a eu de la naïveté au sens plutôt géopolitique que commercial. Le résultat, ça a été que la crise de l'énergie qu'on a connue, notamment, dont le sommet a été en 2022, ça a été essentiellement une crise régionale. C'est-à-dire qu'elle a essentiellement frappé l'Europe. Elle nous a mis dans une situation dans laquelle on avait des prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz qui étaient un multiple et assez élevés, souvent de l'ordre de 6 ou 7 de ce qui pouvait être aux États-Unis, par exemple. Maintenant, il reste que, même si disons, l'acmé de cette crise est passé, il reste la perspective devant nous de faire avec une situation dans laquelle structurellement on a des prix de l'énergie, enfin on a de moindres disponibilités d'énergie que en particulier les États-Unis. Et même que la Chine, on a une forte dépendance et on a des prix de l'énergie qui sont élevés. Comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Évidemment, il faut accélérer la transition et le développement du renouvelable en Europe. On a commencé à le faire, mais c'est forcément une réponse qui est progressive. Il faut de la prévisibilité, il faut de la coordination. Là, comme je dis, on revient au fond sur les thèmes qui sont toujours les principaux défis en Europe. On a aussi besoin de coordination et de se mettre d'accord dans un domaine qui est très difficile parce qu'il y a des choix énergétiques, on le sait tous, qui sont très différents entre pays européens et qu'il faut arriver à faire avec, je pense, toutes les sources d'énergie qu'on peut qu'on peut utiliser et développer en Europe et de façon coordonnée. Je crois qu'il n'y a pas de malédiction, enfin, ou de ce point de vue-là. On n'est pas condamné à l'échec. Ce qui est clair, c'est que le prix de l'énergie, ça n'est pas l'avantage comparatif de l'Union européenne et ça ne le sera pas dans les années qui viennent, en particulier par rapport aux États-Unis. Maintenant, je pense qu'il y a à la fois, il faut avoir des politiques internes qui soient pertinentes de ce point de vue-là. Il faut aussi faire avec le fait qu'on a des comportements de nos partenaires, de nos concurrents qui sont plus offensifs, disons, de façon plus ou moins coopérative. On avait parlé de la Chine tout à l'heure, on peut parler de l'Inflation Reduction Act, donc de politiques américaines qui sont aussi plus offensives, en particulier avec quand même une orientation sur l'énergie qui est assez présente. Merci pour cette réponse. Alors, j'aurais aimé qu'on parle aussi avec vous du Green Deal, du retour de l'inflation. Enfin, on a beaucoup de sujets, mais je voudrais aussi vous passer la parole dans la salle. Donc, on va écourter nos sujets qui restaient en attente et peut-être vont-ils revenir par retour de la salle. Je précise juste à l'attention des gens qui nous suivent en streaming, parce qu'on a du public en streaming qu'on ne peut pas prendre vos questions à distance. Donc, le micro ne fait que tourner dans la salle ici. Et je vais vous proposer une règle très simple. Vous levez la main, vous allez vous présenter et vous nous dites à la table ronde à qui vous adressez votre question. Comme ça, c'est fléché, c'est plus rapide. Et vous faites, s'il vous plaît, une question courte pour obtenir, nous l'espérons, une réponse courte. Et donc, nous avons des micros. J'ai déjà 2 mains qui se lèvent dans la salle. Qui est disponible pour faire tourner les micros? Alors, on a 3, 4 mains. D'accord. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour me permettre de poser une question. Donc, qui suis-je? Alors, mon nom est Claude Barret. Je suis membre d'un executive committee d'une ONG européenne financée à 80% par la Commission européenne. Quand Ursula von der Leyen a pris son poste, elle avait 3 objectifs. Elle avait un premier objectif qui était le climat, un deuxième qui était le numérique et un troisième qui était la transition démographique. La transition démographique n'a été qu'effleurée. On a fait un livre vert, mais derrière, on n'a pas fait de livre blanc. Or, je trouve que c'est très dommage parce que la démographie, la structure démographique est un élément clé pour notamment rééquilibrer les différents types de politiques qu'on peut mener, à la fois dans le cadre de l'Europe, mais aussi, puisqu'on est en France aujourd'hui, dans le cadre de la France. Merci pour vos commentaires. Ce n'est pas adressé à une personne en particulier. Merci à la personne qui voudra bien répondre. Merci. On va prendre plusieurs questions en même temps. Comme ça, on va accélérer un petit peu le rythme. On a
3 mains qui se lèvent de ce côté-là. Est-ce qu'on a un micro? Oui, bonjour, Eric Sartori. J'appartiens à une organisation qui s'appelle PIEVIEM, qui est une organisation environnementale qui s'intéresse au domaine de l'énergie, qui se bat contre l'éolien. C'est plutôt une question pour Monsieur Sébastien Jean, donc, et qui porte sur l'énergie et plus spécifiquement sur la sécurité d'alimentation électrique. Alors, France Stratégie avait publié en 2021 une note assez remarquable sur ce sujet. Je dirais que ça ne s'est pas amélioré depuis, puisque donc le 10 avril, on a eu le PDG d'EDF devant une commission sénatoriale qui expliquait que le nucléaire pouvait faire du suivi de charge, c'est-à-dire compenser les énergies variables intermittentes assez facilement, sauf si on était obligé d'arrêter des centrales et que si c'était le cas, on entrait dans un domaine inconnu. 3 jours après, c'est le week-end de Pâques, pas de demande d'électricité, forte production ONR. EDF est obligé d'arrêter 5 centrales électriques. Donc, on est déjà dans un gros problème. Et je voulais savoir si France Stratégie, si c'est à cette tribune, vous avez une idée sur le juste équilibre entre ENR, énergie variable intermittente, et énergie pilotable comme le nucléaire. En particulier, ce que vous pensez du programme de 45 gigawatts d'éolien en mer français. Merci. On prend une 3e question de l'autre côté, là-bas, monsieur ou madame, devant. Oui, allez, madame. Bonjour, merci de me donner la parole. Je m'appelle Anastasia Panopoulou et j'aurai 3 questions très rapides. La première, peut-être, Jean et Madame Valla. Est-ce que la politique de concurrence européenne et le Green Deal, quel est le rapport avec la compétitivité européenne au niveau mondial? Ça, ce serait ma première question. Deuxième, et c'est pour Monsieur Rago, vous avez parlé de l'endettement commun et donc du flou fiscal en ce moment en Europe. Moi, je dirais plutôt, et je voudrais votre avis là-dessus, est-ce qu'on est en train de déplacer le curseur? Par exemple, il y a des dépenses maintenant qui ne sont plus comptabilisées dans la dette. Et donc, est-ce que ça change les règles? Est-ce que il n'y a pas encore des problèmes sur notamment la gestion virtuelle, on va dire, des finances publiques? 3, très rapidement, la politique industrielle européenne et donc l'attraction à nouveau des investissements dans nos pays. Est-ce que quand même, n'y a-t-il pas encore une certaine compétition entre les pays pour l'attraction des capitaux étrangers? Merci. Et je me permettrai juste une petite remarque. Oui, malheureusement, il y a eu beaucoup. Je veux dire, la démocratie a été très blessée en Grèce pendant la crise. Je veux dire, on votait des lois, on introduisait des textes de loi. Donc aujourd'hui, on votait demain des centaines de pages, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Je ne porte le blâme à personne. C'est nous qui votons nos gouvernements en Grèce. Mais quand même, la démocratie a été blessée. Merci. Merci pour ces premières questions. Alors, il y a peut-être des sujets qui vont relever de la 2e table ronde. Et puis, voilà, il y a des questions qui s'adressent à vous, Natacha Valla, Sébastien Jean en particulier. Vous avez des questions vous ont été adressées directement. Sébastien Jean, vous commencez. Oui, merci. Je ne vais pas répondre en détail sur la question sur l'électricité, simplement parce que je ne pense pas être la personne la plus compétente, et puis peut-être ça fera aussi l'objet de commentaires dans la table ronde suivante. Je pense que, en tout cas, j'ai mis l'accent tout à l'heure dans ma réponse sur les besoins de coordination, et je pense que de ce point de vue-là, au niveau européen, il me semble qu'il serait plutôt logique qu'il y ait une certaine neutralité dans les choix technologiques par rapport aux objectifs qui sont affichés et aux directives qui sont données. Ensuite, sur la question du lien peut-être entre politique de concurrence et compétitivité, je dois dire que j'ai l'impression que souvent on a tendance, en particulier dans le débat français, à opposer d'une manière qui me semble très artificielle la politique de concurrence avec la compétitivité en France. Je ne crois pas qu'on battra l'industrie chinoise, pour le dire simplement, en faisant des entreprises plus grosses qu'eux. Je ne crois même pas que ce soit souhaitable du tout. Et donc, il me semble que le défi pour nous, Européens, c'est d'arriver à trouver la bonne articulation. Quand on a un problème de concurrence qu'on juge faussée par ses fondements, de plutôt y répondre en termes de politique commerciale que d'essayer justement de créer artificiellement des champions qui ne seraient pas forcément adaptés. Donc, il y a un besoin de cohérence avant tout. Il y a un besoin aussi, c'est évident, de pragmatisme, c'est-à-dire, mais ça, je crois quand même que malgré tout, c'est quelque chose qui est dans la culture, c'est-à-dire que les marchés pertinents, c'est-à-dire le marché sur lequel on définit ce qui est souhaitable en termes de politique de concurrence, soit vraiment conçu au niveau mondial. Mais je crois que ça, ce n'est pas vraiment une nouveauté pour les services bruxellois.
Donc, on n'est plus, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'époque où finalement le respect des règles et de la défense de la concurrence libre et non faussée pouvait répondre complètement à toutes les questions qu'on peut se poser sur la bonne définition de notre politique commerciale et de notre politique industrielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille prendre le contre-pied de principes qui, je pense quand même, nous ont pas mal servi jusque-là. Natacha Valla, une réponse sur la compétitivité aussi? Oui, très rapidement, pour compléter ce qu'a dit Sébastien, c'est vrai que la compétitivité européenne, c'est un mot pour diverses réalités. L'histoire de l'union monétaire, ça a été une histoire de facteurs de compétitivité très, très différenciés par rapport au coût du travail, par rapport à la rapidité d'adaptation des technologies, par rapport à la structure des industries, enfin la structure sectorielle. Donc ça, on a encore cette dynamique-là. Les chocs énergétiques ont remis un petit peu les choses, enfin l'ordre précédent en cause, effectivement. On l'a vu avec André a mentionné la question de l'approvisionnement énergétique, notamment en Allemagne. On a aussi des politiques communes qui vont affecter la compétitivité dans un sens ou dans l'autre. Je pense à la taxe aux frontières, par exemple. Il faudra regarder ce que ça fait, quels seront les effets de fuite, mais quels seront aussi les effets sur les coûts des intrants. On l'a abordé, et ça nous a valu des débats houleux au sein du CNP. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder toutes ces choses-là de façon assez holistique, parce que isoler un facteur, c'est pratiquement impossible vu l'hétérogénéité des situations individuelles des pays membres de la zone euro et de l'Europe de façon générale, et puis le caractère évolutif de ce qui nous concerne collectivement versus ce qui nous concerne individuellement. Merci à vous. Xavier Rago et André Sapir, est-ce qu'on change les éléments, est-ce qu'on change la définition des éléments qui composent la dette? On va rallumer le débat. Hein. Est-ce qu'on casse le thermomètre pour faire baisser la température? Alors, sur la dette, il y a plusieurs sujets. Un point sur la démocratie en Grèce, je pense que la démocratie a souffert, mais surtout les Grecs ont souffert. Les Espagnols ont souffert. Moi, quand j'ai vu l'ajustement budgétaire en 2012-2013, pour être franc, je pensais que ça ne passerait pas au niveau sociopolitique dans ces pays-là. Quand le taux de chômage est passé jusqu'à 30, 35%, 60% de taux de chômage des jeunes en Espagne, en Grèce, j'avais sous-estimé la solidarité familiale dans les pays du Sud, qui est un substitut au transfert public. Donc, on a le coût de l'ajustement, ce qu'on appelle l'austérité 2012-2014, je suis bien le dernier à le minimiser. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que je suis un peu inquiet dans le futur. Il faut vraiment répéter ce fait qu'on avait vraiment n'importe quoi de 2012 à 2014 au niveau européen pour qu'on puisse apprendre et accumuler dans le futur. On a déjà beaucoup appris, et je pense Next Generation EU en fait partie, mais il faut garder ça un peu ouvert comme débat, pas pour incriminer qui que ce soit dans le passé, hein, mais au moins qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs dans la gestion de la dette future. Maintenant, sur la dette elle-même. Personnellement, moi, je n'étais pas pour exclure de la dette les investissements verts, les investissements militaires et autres. La dette publique, c'est la dette publique, et il faut mettre tout dedans. Il faut qu'elle soit à peu près soutenable, c'est-à-dire qu'il faut que les pays puissent rembourser leurs dettes, parce que sinon, ce n'est pas trop faire un défaut souverain, et on risque de refaire des crises politiques. Mais la dette publique, est-ce qu'elle est soutenable à 60%? Est-ce qu'elle est soutenable à 120%? Est-ce qu'elle est soutenable à 250% comme au Japon? Ça dépend de plusieurs facteurs. Et il y avait une proposition qui avait été par plusieurs acteurs, notamment Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin, le regretté Philippe Martin, et moi-même, on a fait une note, mais après d'autres, en disant qu'on pouvait prendre du recul au niveau des règles européennes et accepter des niveaux de dette tant que c'est soutenable. Ne nous battons pas pour 62, 63, 112, 113. On peut très bien monter à 115% de dette sur PIB. Si c'est pour financer l'investissement et que c'est de la croissance future, c'est largement soutenable. On peut redescendre à 108 en augmentant n'importe comment les impôts et on déstabilise les pays. Donc ce n'est pas ce chiffre-là clé, c'est l'analyse économique que l'on fait derrière. Ça, c'est à peu près passé dans le débat européen, sauf qu'il y a un raidissement récent de dernière minute, je dirais, des règles européennes, qui fait que les règles qui ont été votées, qui seront en place, sont meilleures que les règles d'avant, mais un peu moins bonnes que ce qu'on pouvait penser. Mais je ne serais pas pour exclure de la dette publique des types d'investissements. Personnellement, je pense que si jamais il faut investir pour la transition énergétique, et j'en suis convaincu, eh ben on le fait, quoi. Et s'il faut augmenter les impôts, on le fait, on l'assume. Enfin, il n'y a pas de raison de financer des choses aussi essentielles par dette publique en faisant porter le coût sur les générations futures qui paieront l'impôt. Donc je pense qu'il y a un discours de vérité sur les besoins d'investissement nécessaires qui est utile. Point 2, je suis un petit peu plus nuancé que ça sur la coordination énergétique. Il y a quand même un besoin de coordination. Il y a un chiffre que je vous cite qui est mentionné par Jean Pisani, qui cite à quel point il y a beaucoup plus de panneaux solaires en Allemagne qu'en Espagne.
C'est un petit sujet quand même. Ça ne paraît pas naturel. Un autre sujet, l'Allemagne a fait le choix massif de l'hydrogène. À un point, quand je prends les volumes, j'ai l'impression qu'ils vont assécher la demande d'hydrogène mondiale. C'est un petit sujet quand même. Il y a un choix de divergence nucléaire, on le sait. C'est un petit sujet quand même. Il y a quand même beaucoup de chantiers dans la coordination, certes des politiques nationales, mais sur la question énergétique, qui va nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de frictions. Mais je pense qu'il faut verbaliser ces divergences-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de chantiers à gérer qui vont demander de l'investissement public pour faire cette coordination-là. Moi, je m'arrête là. Les autres sujets sont tout aussi importants. André Sapir, une réaction, puis après on prend un deuxième tour de questions dans la salle. Deux points. Un sur les dettes, à nouveau, et l'autre sur la démographie, puisque le point n'a pas été abordé. Sur les dettes, on a besoin, franchement, d'un effort massif, non pas d'austérité, mais de meilleure gestion des dépenses publiques. Donc, on est toujours sur... Oui, il y a plein de dépenses qui sont magnifiques. Il y a plein de dépenses qui sont des dépenses qui peuvent augmenter la productivité, augmenter l'investissement, mais il y a aussi beaucoup d'autres dépenses. Et c'est quand même terrible de prendre des pays, à nouveau la France et mon pays, la Belgique, on est tout à fait dans le même camp, de voir qu'avec les mêmes crises, la crise Covid, la crise ukrainienne, nous avons fortement augmenté nos dettes. On a eu ces éléments de solidarité, mais il ne faut pas penser qu'en Suède, il n'y a pas eu de solidarité. Il ne faut pas penser qu'en Allemagne, il n'y a pas eu de solidarité. Et malgré tout, chez nous, les dettes ont fortement augmenté. Donc, d'avoir une discussion interne, Bruxelles ne peut pas résoudre ce problème. Ça doit être un débat au niveau national. Comment, dans des situations où nous sommes aujourd'hui, à des niveaux de dette extrêmement élevés, soutenables ou pas soutenables, l'élément Japon n'a aucune prise. Non, nous ne sommes pas ni les États-Unis d'Europe, ni le Japon d'Europe. Donc on est dans un autre modèle. On est avec des dettes nationales. Et même si on fera un peu de dettes en commun, ce sera minimum. Donc où on passe à autre chose, on passe à une Europe fédérale. Okay, alors on résout un certain nombre de problèmes. Mais tant qu'on est dans l'Europe que nous avons aujourd'hui, ce sont les dettes nationales qui sont importantes. Et on doit mieux gérer nos dépenses publiques. Dernier mot sur la démographie. Sur la démographie. Je pense que le facteur démographie est hyper important pour plein de choses. Que ce soit pour l'inflation, que ce soit pour la productivité, que ce soit pour le niveau de dette, n'importe quel sujet dont nous avons parlé cet après-midi, il y a une composante importante liée à la démographie. Est-ce que nous sommes capables, en Europe, d'aborder ce problème démographique, y compris bien sûr la question migratoire, de manière avec un peu de maturité? La question de la migration, ce n'est pas uniquement la question des réfugiés. C'est de limiter notre vision européenne à la migration sur le flux des réfugiés et de voir est-ce qu'on fait comme les Britanniques, le Rwanda, des accords avec la Tunisie, etc. Mais c'est terrible, c'est terrible. On n'est pas capable de se projeter effectivement dans le futur et nos situations démographiques, la France n'est plus dans les bonnes situations démographiques qu'elle avait dans le passé. Moins mauvaise que dans d'autres. Oui, l'Italie, c'est terrible, beaucoup de pays sont... Mais quand on parle au niveau de l'Union européenne, notre situation démographique n'est pas bonne. On a besoin d'une réflexion sur cette question. Et dans cette réflexion, la migration doit être un des éléments. Et d'avoir cette capacité, c'est absolument nécessaire. Mais on doit passer au-delà d'un débat qui est entièrement migration, réfugiés, etc. Donc on doit avoir une réflexion aussi économique. Merci André Sapir. Deuxième tour de table dans la salle. Je vous demande juste de poser une seule question par personne. Et j'ai déjà 4 mains devant, donc faites venir les micros. Alors plus vous êtes au centre, moins vous êtes bien placé. Voilà, mais allez-y, monsieur. Oui, voilà, monsieur. Comment ça au fond? Mais je ne vous vois pas. Ah bah oui, je ne vous vois pas parce que je suis aveuglé. Bon, Bernard Valluy, think tank Agridé. Vous n'avez pas parlé des conditions dans lesquelles le marché unique a été affecté par les crises Covid et la crise ukrainienne. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur les conditions dans lesquelles l'Union européenne
est susceptible de pouvoir effectivement affronter ces crises. Il y a actuellement une réflexion sur l'IMERA, donc c'est un instrument de protection et de résilience du marché unique, mais on n'est pas très avancé et c'est vrai que les réactions nationales au moment des crises font que chacun pour soi. Voilà. Une question. Merci. Question suivante, madame, là-bas, s'il vous plaît. Geneviève Boucher, Forum Athéna, c'est un forum qui est dédié, enfin un think tank qui est dédié à la souveraineté numérique. Le numérique, c'est un problème très complexe qui touche à tout. Sur l'ensemble des sujets, on bute sur un problème qu'il n'y a pas de stratégie, de vision sociétale majeure. Alors nous, on a entrepris un très gros chantier là-dessus et on produira un document à ce sujet-là. Mais je voulais interroger le panel, alors répond qui veut, hein, sur qui essaye de fabriquer une vision. Hein. On se souvient de l'après-guerre avec De Gaulle, Chaban-Delmas, etc. Ils avaient fait la Nouvelle-France avec une vision et dans cet élan, on avait embarqué du monde. Là, on n'entend rien, on voit rien. Et alors, pour traiter le numérique, c'est fatal. C'est juste fatal. On n'y arrive pas. Merci. Et alors, donc, monsieur, il a parlé plus fort que les autres, il est au fond. Là, il a une écharpe blanche. Et donc, la dernière question est pour lui. Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. On a beaucoup parlé industrie, réindustrialisation au niveau de l'Europe. Mais l'industrie est très dépendante de l'énergie, parce que l'énergie peut avoir un impact négatif sur l'industrie, vous l'avez mentionné, avec des prix trop chers. Et la question qui se pose pour développer l'industrie, c'est de travailler sur l'énergie pour pouvoir l'améliorer, baisser les coûts. Or, il n'y a pas 50 000 ressources énergétiques en Europe. Si on exclut les fossiles, il y a le vent, le soleil, l'hydraulique et le nucléaire. Et sur les 3 premiers sujets, on n'est pas très bien loti forcément. Et du coup, la question, c'est que l'énergie n'est pas de la compétence de l'Europe, mais de la compétence des États. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, au lieu de maintenir les conflits sur l'énergie, essayer de mieux chercher les synergies, la coordination ? C'est vraiment pas un petit sujet, la coordination dans l'énergie. On peut trouver des synergies colossales entre les États, entre les technologies, entre les ressources, de façon à considérablement améliorer ça. Et en termes de gains économiques, je crains que ce soit le point le plus important sur lequel on puisse progresser dans les 20 prochaines années au niveau de l'Europe. Merci pour cette question. Je crains que vous anticipiez un petit peu sur la table ronde suivante, mais c'est quand même intéressant. Merci en tous les cas pour votre participation dans la salle. Et je propose, je ne sais pas, peut-être que Sébastien Jean et Natacha Valla en priorité répondent à ces questions-là. Je commence peut-être sur le marché unique. Le marché unique, l'Europe, a été durement secouée, durement mise à l'épreuve par les différentes crises, que ce soit effectivement le Covid, la guerre en Ukraine. Je crois que tout ça nous ramène au caractère indispensable de la coordination, bien entendu, à la difficulté d'articuler les différentes dimensions et avec un niveau de subsidiarité ou de centralisation, si on veut, au niveau européen, qui n'est pas le même selon les domaines. Et typiquement, les politiques de la santé ou les politiques de l'énergie qui restent des compétences nationales, là où on a un marché unique, où on a une politique commerciale commune et monétaire aussi d'ailleurs. Ce qu'on a vu à chaque fois, c'est que effectivement, dans le feu de l'action et de la crise, il peut y avoir des réactions qui sont mal coordonnées, qui sont le plus flagrant, c'était le début du Covid, où on a même effectivement fermé les frontières d'une certaine façon. Bon, c'est compréhensible étant donné aussi la pression extrêmement forte sur les exécutifs nationaux à chaque fois. Il me semble malgré tout que les pays européens ont traversé ces épreuves, que très vite ils ont compris l'erreur qu'ils faisaient, ils ont compris qu'il n'y avait pas de possibilité de sortie vers le haut de ces crises sans la solidarité. La façon dont on a géré ensuite à la fois les achats groupés, enfin dans un premier temps au début ça a été quand même très brinque-ballant, difficile, mais les achats groupés sur les vaccins ont quand même, je pense, été un vrai succès de coordination. Donc il reste quand même
ce principe et je crois que les crises n'ont fait que l'accentuer. Maintenant, il me semble que ce qui est difficile dans le monde dans lequel on vit, c'est que au fond, on est déstabilisé par rapport au périmètre qu'on avait défini de la coordination, notamment sur les aspects économiques et politiques monétaires, politiques commerciales. Là, quand on a des dimensions géopolitiques qui sont plus importantes, énergétiques aussi, on est vraiment voilà, à la frontière de la coordination et on sent que sur un certain nombre d'aspects, il faudrait mieux se coordonner, plus avoir une communautarisation d'un certain nombre de décisions si on veut mieux résister. Je prends juste un exemple, peut-être pour illustrer ça, dans le domaine commercial, qui est celui que moi je connais le mieux, c'est que quand on parle par exemple de réponse à la coercition économique, de réponse à différents, même aux aspects sur les marchés publics, en fait, régulièrement, on est face à une situation où tout le monde voit bien que pour être efficace, résister aux pressions étrangères, par exemple, il faut avoir une réponse communautaire. Mais les pays membres sont très accrochés à leurs prérogatives et n'ont pas du tout envie de déléguer la décision. Donc, voilà, il faut être un peu réaliste aussi par rapport à ce monde qui change et voir qu'à certains moments, il faut changer aussi nos règles et notre façon de nous coordonner. Merci pour cette réponse, Natacha Valla. Simplement pour compléter, les questions sur l'énergie, sur le digital montrent que c'est une problématique assez forte. On le voit aussi d'ailleurs dans les rapports qui arrivent, alors peut-être moins celui de Christian Noyer, mais le rapport d'Enrico Letta, celui de Mario Draghi, la question de la réflexion, l'explicité. Qu'est-ce qu'on veut faire en commun? Qu'est-ce qu'on veut faire en commun? Donc on a discuté beaucoup au départ du principe de subsidiarité, de mécanismes plus ou moins explicites de coordination, mais remettons ça sur la table et finalement prenons des décisions et soyons à la hauteur de nos engagements. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, sur des questions plus précisément sur le digital, on regarde ça un petit peu aussi au CNP. Il se pose les mêmes ordres de questions que sur la mise en œuvre de l'appareil législatif qui arrive sur la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on voit une grande différence de capacité réactive de la part des industries, de la part des entreprises, en fonction de leurs caractéristiques, alors moins en fonction de leur secteur que de leur taille. En d'autres termes, on a des bataillons de PME ou enfin, là, de petites, très petites entreprises de taille intermédiaire qui sont assez démunis par rapport à l'identification des gains de productivité qu'ils pourraient faire par l'utilisation d'outils digitaux, avec l'intelligence artificielle. Ça va augmenter cette problématique-là. De même que comment faire pour mettre en œuvre tout ce qui est demandé au niveau du reporting extra-financier qui deviendra de la normalisation. Voilà. Là, je pense qu'il y a un champ de politique publique qui est sur l'accessibilité de ces gains de productivité potentiels ou de cette intégration au mouvement général vers la mise en place de la transition, qui est un point de réflexion à avoir. Et ça, pour le coup, il est très probable qu'on puisse l'avoir au niveau collectif, puisque les problématiques seront assez similaires pour les ETI italiennes, allemandes et françaises et autres. Voilà. Et il faut accepter aussi effectivement que... Et il faut accepter aussi que ces discussions prennent du temps, voilà, et on l'a bien compris. Et voilà, c'est le processus européen qui met du temps effectivement à avancer, même en situation d'urgence. Et on a compris que les crises nous poussent beaucoup à avancer aussi. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Natacha Valla, Sébastien Jean, Xavier Rago, André Sapir. Merci pour vos applaudissements. Et on va pouvoir passer maintenant à la deuxième table ronde. À la lumière de ce que ces crises nous ont enseigné, effectivement, on va maintenant essayer de se projeter vers l'avenir. Quels sont les défis? Quelles sont les priorités de la prochaine commission? Et pour approfondir la démarche de la cohésion européenne, eh ben on va parler un petit peu de tout ça ensemble avec nos prochains intervenants. Pervenche Berès, Dorothée Rouzet, Claire Vézan et Guntram Wolf. Voilà, Pervenche Berès, je vous invite à monter sur scène. Oui, ah oui, c'est ça, il monte de l'autre côté. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être là. Donc Pervenche Berès, qui est ancienne eurodéputée, présidente de l'association Europe Finance Régulation et membre du groupe d'experts franco-allemands sur les réformes européennes. Nous avons avec nous Dorothée Rouzet, qui est chef économiste de la Direction générale du Trésor. Claire Vézan, directrice générale adjointe chez Engie, et nous sommes en visioconférence avec Guntram Wolf, qui est senior fellow chez Bruegel en visio depuis Berlin. Merci à tous les quatre d'être avec nous.
Alors, je vais commencer ma première question. Je vais l'adresser à Pervenche Berès. Vous êtes membre de 2 groupes de travail qui ont remis des rapports récemment, et notamment ce rapport franco-allemand publié fin 2023 sur l'élargissement, qui dit qu'il est urgent de réformer l'Union. Sauf que, quelles sont, vos préconisations pour le prochain cycle institutionnel 2024-2029 ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il y a dans ce rapport, et puis vous, ce que vous en pensez ? Merci de ce point de rendez-vous. Je trouve que ça vient à un moment parfaitement défini. Ça ne m'étonne pas de la part de France Stratégie. Moins de 50 jours avant les élections européennes. Si je devais faire une feuille de route pour la prochaine commission, je ne commencerai pas par les questions institutionnelles. Parce que l'appétit pour une réforme des traités est à peu près nul. Et je ne commencerai pas non plus par poser la question de l'élargissement, parce que l'appétit dans ce pays pour l'élargissement est à peu près nul. On va en parler. Mais il se trouve qu'au moment du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, les 2 secrétaires d'État françaises et allemandes s'entendaient très bien, trouvaient que les relations entre les 2 pays n'avaient pas l'air d'aller très très bien, et que si elles s'entendaient bien, ça voulait dire qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et elles nous ont donné un mandat dans leur périmètre. Leur périmètre, c'est le Conseil Affaires Générales. Donc c'est forcément la question institutionnelle. Et donc on est parti de là. Et la première réunion de ce groupe des 12, on était tous experts de quelque chose d'européen depuis la nuit des temps, ou à peu près. Et on s'est dit, non mais on a déjà tout écrit, on a déjà tout pensé, qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau? Et on s'est dit, mais si c'est pas nous qui remettons un petit peu d'huile ou d'essence dans le moteur, qui va le faire? Et donc on a retroussé nos manches et on a répondu au mandat qui nous était donné. Et on a, en répondant à ce mandat, on a dit au fond que le prochain mandat, que la prochaine commission, le prochain cycle de 5 ans qui s'ouvre, il y a une espèce de paquet qui s'impose, qui est que nous allons aller vers un élargissement de l'Union, on va y revenir, et que de toute façon, qu'il y ait un élargissement ou pas, le processus de décision, et la table ronde qui vient de se terminer le démontre, est parfois trop long, trop difficile. Xavier Rago a proposé que peut-être on sorte du communautaire pour aller à l'intergouvernemental. Nous, d'une certaine manière, nous sommes très conservateurs. Nous disons, un des problèmes de l'Union européenne, c'est la tension entre les États membres. Et si on ne veut pas l'aggraver, il ne faut pas créer des humiliations. Et le moyen de ne pas créer d'humiliation, c'est de travailler en communautaire. Donc le communautaire, d'abord et avant tout. Mais pour ça, il faut qu'il soit intelligent, ce communautaire. Et il faut qu'il accepte plus de flexibilité qu'il en a aujourd'hui, avec un arc-boutant qui est la question de l'état de droit. Parce qu'on va en reparler dans la suite de notre échange. Évidemment, il y a une compétitivité, une compétition internationale qui bouscule, il y a une géostratégie qui bouscule l'Europe dans tous ses fondamentaux. Mais si elle abandonne ce qui fait son ADN, qui est que ça n'est pas un espace marchand, mais que c'est d'abord un espace d'état de droit, eh bien nous aurons perdu notre contrat social. Et je pense que pour une démocratie comme la nôtre, ça sera très critique. Donc, d'abord l'état de droit, d'abord le communautaire, avec de la flexibilité. Et si on doit réformer, eh bien, il faut une réforme, il faut un big deal aussi. Alors, on ne parle pas d'élargissement dans ces élections européennes. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'appétit pour l'élargissement. Et pourtant, on sent que c'est inscrit en filigrane entre les lignes. Il y a cette question qui est derrière. Beaucoup de décisions, beaucoup de réflexions, beaucoup d'enjeux politiques. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, l'élargissement n'est pas un sujet dans ces élections européennes? Parce que c'est un sujet déjà un peu dévoilé. C'est un sujet pour lequel il n'y a aucune appétence. Il n'y a aucune appétence. Oui, pourquoi? Parce qu'on est mieux petits entre nous. Nous, on est dans un pays où on rêve toujours du couple franco-allemand, de la coopération renforcée, de l'avant-garde, tout ça. Et on n'est pas, et ceux qui étaient toujours favorables à l'élargissement. Dans notre pays, on a réussi l'élargissement de l'Espagne et du Portugal, mais à l'époque, il y avait Jacques Delors qui avait inventé les fonds de cohésion, qui fait que
On a mis l'argent qu'il fallait pour réussir cet élargissement, mais le dernier élargissement, vous ne l'avez pas traité dans la gestion des crises, ce n'était pas une crise, mais il y a des enseignements à tirer de ce qui s'est passé. Bon, on n'a pas le temps de développer, mais au fond, ceux qui étaient les plus grands partisans des élargissements, dans la logique où on a fait le dernier, qui était l'élargissement du marché intérieur, c'était les Britanniques. Ils ont tellement aimé ça qu'ils sont partis. Bon, mais on n'a pas très bien réussi le dernier élargissement, même s'il fallait le faire, et on a mis trop longtemps pour le faire, etc. Et le prochain, il se présente dans un contexte très différent. Il y a toujours cette logique du marché, mais il y a une dimension géostratégique qui est évidente. Bon. Et vous dites, on commence à en parler. Ben, on commence vraiment à en parler, puisque Ursula von der Leyen considère que l'Ukraine a accepté et qu'on pouvait ouvrir les négociations avec l'Ukraine, et pas uniquement avec l'Ukraine. On est potentiellement demain à 37 États membres de l'Union européenne. Donc quand je dis qu'il va y avoir besoin de flexibilité, ce n'est pas pour rien. Et je voudrais juste souligner un paradoxe de la situation dans laquelle on est. La France est un pays, quel que soit le bord politique ou à peu près que vous regardez, il y a une très très grande appétence pour la géostratégie. On est un pays qui pense l'Europe comme un élément de géostratégie. Et donc dans cette géostratégie, il doit y avoir une capacité de projection, pas uniquement de la France, de l'Europe à l'échelle mondiale, soit en termes de compétitivité ou en termes de rapport de force. Et la difficulté, c'est qu'au fond, nous n'avons pas vraiment de politique étrangère. Je fais des gros traits. Hein. On n'a pas vraiment de politique étrangère intégrée. On n'est pas un État fédéral avec une politique étrangère. On a un monsieur politique étrangère. Mais la réponse de l'Union européenne à ces enjeux de politique étrangère, c'est l'élargissement. Et donc là, on a une petite contradiction qu'on a beaucoup de mal à gérer et qui est devant nous. Et alors je ne dis pas qu'on va avoir des élections dans un déficit démocratique, mais enfin quand même, je préviens que le prochain mandat va être avec un horizon où la question de l'élargissement doit être totalement intégrée dans toutes nos réflexions, qu'elles soient géostratégiques, de marché intérieur ou de solidarité. Et ça est un fil conducteur sur lequel on ne peut pas se voiler la face, parce que sinon on ne se prépare pas bien. Alors, je vous préviens, on ne va pas faire cette table ronde sur l'élargissement, mais juste on en parle un petit peu au début, puis après on va aller voir les autres sujets. Mais je vais quand même poser cette question-là à Guntram Wolf, qui est donc à Berlin. Merci d'être présent avec nous. J'espère qu'on vous entend bien. On n'a pas encore fait des tests. Dites-nous bonjour pour voir. Bonjour. Oui, ça marche, c'est formidable, merci. Alors, vous êtes l'ancien directeur de Bruegel, et est-ce que pour vous, cet élargissement, il est prioritaire ? Parce que certains pensent à l'inverse, qu'il vaudrait mieux d'abord se recentrer sur l'harmonie du couple franco-allemand, sur une Europe plus resserrée à 6. Enfin bon, il y a différents schémas de pensée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, merci pour l'invitation. Écoutez, je crois que la perspective de l'élargissement de l'Union européenne était quand même une nécessité géopolitique. Il était très important que l'Union européenne transmette ce message l'année dernière. C'était un message d'espoir pour le peuple ukrainien dans sa longue lutte contre la Russie. En même temps, il est vrai qu'il est très difficile de voir comment l'Union européenne fonctionnerait bien si elle était élargie à, disons, 35 membres. Les processus décisionnels sont trop compliqués et le budget de l'Union européenne a un grand besoin d'être réformé. Concrètement, je vois une autre voie à suivre. Tout d'abord, l'Ukraine devra gagner cette guerre. Le chemin est long et notre première priorité doit être de fournir à l'Ukraine toutes les armes et le soutien financier nécessaires à cette fin. On ne peut pas parler de l'élargissement sans que l'Ukraine est prête pour cet élargissement. Et permettez-moi d'ajouter entre parenthèses que les chiffres de soutien à l'Ukraine pourraient être plus élevés partout, mais en particulier dans l'ouest et le sud de l'Europe. Deuxièmement, l'Ukraine aura besoin des garanties de sécurité, parce que la Russie restera un pouvoir agressif. Donc, il s'agira principalement des garanties de l'OTAN et, dans un sens aussi, des garanties bilatérales des principaux États membres.
Et seulement, troisièmement, c'est vraiment le processus d'élargissement qui va entrer en force, qui doit être accéléré et entrepris, disons, en écoutant aussi à l'Ukraine, parce que l'Ukraine est aussi un grand acteur, surtout s'ils ont gagné cette guerre. J'en suis sûr, l'Ukraine va avoir aussi des idées comment réformer l'Union européenne. Et à mon avis, ça sera un processus assez en parallèle. Disons, on va discuter sur l'élargissement avec l'Ukraine et en même temps, il va falloir discuter comment réformer l'Union européenne. Merci à vous. Je vais me tourner vers Claire Vézan. Je le disais en introduction, vous êtes directrice générale adjointe chez Engie. Vous avez aussi été en poste au FMI, à Matignon, à Bercy dans votre parcours. Alors vous avez ce regard qui nous intéresse beaucoup, un regard complet, mais restons centrés sur l'énergie. Les États, là on parle d'élargissement, je voudrais déporter un petit peu le débat. Les États européens sont déjà très interdépendants en matière énergétique. Selon vous, quelles doivent être les priorités pour la prochaine commission pour faire avancer l'Europe de l'énergie? Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est toujours un plaisir d'être d'abord en si bonne compagnie et ensuite de parler de questions européennes. Et effectivement, enfin, laissez-moi commencer par dire que l'Europe de l'énergie, elle existe. Et comme vous l'avez dit, il y a déjà une grande interdépendance des États membres en matière énergétique. On a, bien évidemment, et on pourra y revenir, on a des politiques énergétiques qui sont nationales. Ça a été dit, les choix des uns et des autres sont assez différents. C'est un assez bon exemple, l'énergie, de ce qui est finalement le slogan de l'Union européenne, unie dans la diversité. En matière énergétique, c'est assez vrai. Mais l'union est réelle. Et quand je dis que l'union est réelle, le précédent président de la Commission de régulation de l'énergie, par exemple, Jean-François Carenco, avait l'habitude de dire que si on fermait les frontières de la France, on éteindrait la lumière 40 jours par an. Ça, c'était avant la crise de corrosion sous contrainte qu'on a connue en 2022. Donc, l'interdépendance, elle existe, elle est réelle, et je le dis parce que parfois, c'est pas bien compris. Certains parlent parfois de renationaliser l'énergie. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi ça n'a pas de sens? Eh bien, simplement parce que nous sommes un continent dans lequel ça fait plus sens de penser les moyens de production à grande échelle et de compter sur les interconnexions que dans chacun des États membres de maximiser les capacités de production. Et en même temps, on avait cette personne dans la salle qui nous disait tout à l'heure, l'énergie relève de la compétence des États et pas de l'Europe. Alors, c'est de la compétence des États, les politiques sont nationales. Quelqu'un tout à l'heure riait sur le fait qu'il y avait plus de panneaux solaires en Allemagne qu'en Espagne. Mais est-ce que vous avez regardé le prix de l'électricité en Espagne en ce moment? Bon, il se trouve que, alors pour ceux qui se passionnent pour l'énergie, et je sais qu'il y en a dans la salle, il y a une excellente application, pardon, c'est une minute de publicité, c'est une application du transporteur d'électricité en France qui s'appelle RTE. L'application s'appelle ECO2 Mix, vous vous mettez en mode expert et vous avez en temps réel à la fois la production électrique en France, très intéressant. En ce moment, 15% de notre production électrique est faite par le renouvelable, on pourra y revenir. Et puis, vous avez aussi en temps réel les prix de l'électricité en Europe. Et qu'est-ce que vous voyez? Et ça n'est pas exceptionnel, hein. Moi, je le regarde à peu près une fois par jour parce que je trouve ça très intéressant. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un prix de l'électricité qui est à zéro, marginal, d'accord, au Portugal et en Espagne. Voilà. Alors, il n'est pas élevé en France non plus, il est à 15 €. Au moment où, il y a quelques minutes, il était à 15 €. Il était à 80 en Allemagne. Voilà. Donc aujourd'hui, en ce moment, on est dans une situation dans laquelle, est-ce qu'il faudrait plus de panneaux solaires en Espagne et au Portugal? Sûrement pas. Le coût de l'électricité est à zéro. Vous êtes en train de dire qu'il faudrait unifier le marché européen de l'énergie? Ce que je suis en train de dire, et je reviens à votre question après cette petite digression, c'est qu'est-ce qu'il faut au fond? Donc, on est déjà très interdépendants. Ce qu'on voit quand on regarde la réalité du marché de l'électricité, ce n'est pas tout le marché de l'énergie, je vais y revenir. Mais quand on regarde ça, on se dit, effectivement, il y a à la fois des interdépendances et des échanges, mais clairement, il y a de la congestion. Les interconnexions ne sont pas parfaites, sinon on aurait un prix européen de l'énergie. Et là, on a un prix européen de l'électricité, on ne l'a pas du tout. On en est très loin. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il faut
comme politique européenne de l'énergie, puisqu'on se tourne vers la prochaine Commission européenne. Mais finalement, et je pense que la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine a bien montré ce qu'était la réalité des choses, hein. On a besoin d'une énergie qui soit disponible. Donc la question de sécurité d'approvisionnement, elle est clé. Ça a quand même été la première crainte des Européens, manquer d'énergie, manquer en l'occurrence de gaz. Donc on a besoin de sécurité d'approvisionnement. On a besoin d'une transition énergétique, et ça va avec, qui soit résiliente à différents chocs. Il faut qu'on puisse s'assurer contre le risque, contre des événements géopolitiques, contre des ruptures d'approvisionnement ça et là, contre des pointes aussi de demande d'électricité en hiver. Vous vous souvenez quand même qu'il y a 2 ans, on avait des moments, enfin 1 an et demi, où RTE justement nous disait ne faites pas tourner votre machine à laver, il risque d'y avoir une pointe ce matin. Hein. Donc voilà, donc la question de la résilience, elle est importante, et la question des coûts. Et ça a été, il y avait beaucoup de questions tout à l'heure sur les coûts et le lien de la transition énergétique avec la compétitivité. Donc on sait assez bien ce qu'il faut. Il faut une politique énergétique qui assure cette sécurité d'approvisionnement, cette résilience, et qui se fasse au meilleur coût. Et pour ça, on connaît assez bien les briques. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'études sur le sujet. Et donc les briques, c'est quoi? D'abord, de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Dans tous les modèles de transition énergétique, il faut réussir à gagner en efficacité énergétique et déconnecter quelque part la croissance du PIB des besoins d'énergie. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, il faut réussir à verdir les énergies. Et là, tout ce qui vient accélérer le développement des énergies bas carbone, renouvelables, et va dans le bon sens. Je fais un pas de côté là aussi pour dire que quel que soit le choix qu'on fait en matière de nucléaire, et les choix sont très différents entre les États membres, la temporalité n'est pas la même. D'accord ? Le nucléaire, on espère tous que Flamanville 3 va être rapidement en fonction. Pour le reste, le prochain nucléaire va être en France, c'est pas avant 2035. Or, nous sommes dans une période de transition énergétique dans laquelle les usages vont s'électrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres manières d'accélérer la production électrique en Europe entre maintenant et 2035. Donc, accélérer les renouvelables, deuxième ingrédient absolument indispensable, nucléaire ou pas nucléaire. Troisième chose, il faut compter sur les complémentarités, parce que l'énergie, ça n'est pas que l'électricité. Donc, on va continuer à avoir besoin de gaz dans certaines industries lourdes, dans certains usages de mobilité lourde. Il faut que ce gaz soit verdi comme l'électricité. Donc ça, c'est un troisième élément. Et le fait de jouer sur cette complémentarité, ça peut aussi réduire les coûts de la transition, puisque quelque part, les infrastructures, plus vous les réutilisez, moins vous faites des nouvelles dépenses en capital. Et puis, 2 points qui sont cruciaux et qui sont un peu les angles morts aujourd'hui de la transition énergétique. Il faut absolument s'assurer que les réseaux sont suffisamment développés. La question des réseaux nationaux et des interconnexions, elle est clé. La transition énergétique aujourd'hui, elle est freinée en France, en Europe, aux États-Unis aussi, dans beaucoup de zones. Elle est freinée pour des questions de connexion de réseaux électriques. C'est plus facile de développer du renouvelable que de s'assurer d'une bonne connexion au réseau. Donc la question des réseaux, elle est absolument clé. Et dernier point, autre sujet qui est absolument clé et pas encore assez sur la table, la question des flexibilités. Flexibilité, ça veut dire quoi? Flexibilité du côté de la demande, du côté de l'offre. Du côté de l'offre, c'est notamment la question des batteries, des centrales de pointe, de tout ce qui est stockage aussi hydraulique. Donc ça, c'est des sujets qui doivent être regardés très spécifiquement et qui permettent quelque part d'améliorer le fonctionnement du système énergétique et de le faire au meilleur coût possible et en le décarbonant, ce qui sont les objectifs. On voit bien l'ampleur considérable des enjeux énergétiques et de toutes leurs incidences. J'espère que vous avez pris des notes, hein, parce que voilà, on a toute une liste. Vous nous avez parlé notamment de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Je voudrais me tourner vers Dorothée Rouzet, parce que vous êtes la chef économiste à la Direction générale du Trésor. Et alors, on ne va pas parler de sécurité d'approvisionnement énergétique avec vous, mais de sécurité économique. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu, parmi les priorités de la prochaine commission, ce qu'elle peut faire en fait pour renforcer notre sécurité économique en Europe. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être un peu en guise de préambule, il faut voir aussi déjà qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de sécurité économique, parce que d'ailleurs parfois différents acteurs mettent des choses assez différentes.
Et c'est une notion finalement qui, bon, à la fois les enjeux ne sont pas tous nouveaux, mais on en entend beaucoup parler depuis les difficultés d'approvisionnement et la succession des crises. Et c'est un peu au croisement de différents défis pour l'Europe, donc à la fois le fait d'avoir une économie qui doit être résistante au choc, les défis du décrochage technologique, voire industriel par rapport aux États-Unis et à la Chine, les défis liés à un modèle européen qui est ouvert, mais face à la fragmentation géopolitique et je dirais au rôle croissant de la géopolitique dans les relations économiques, c'est pourquoi le modèle européen à la base n'était pas vraiment conçu. Et puis cette question de sécurité d'approvisionnement qui va au-delà de l'énergie, mais qui est aussi la sécurité des approvisionnements en ressources stratégiques qui peuvent aller des masques et des médicaments en période de pandémie, aux ressources minières qui sont critiques pour les batteries, etc., et la transition écologique en général. Donc on a un peu, voilà, la sécurité économique, c'est un peu au croisement de ces différentes dimensions, avec à la fois un volet résilience, effectivement c'est un mot dont on parle beaucoup, un volet protéger nos actifs stratégiques, identifier, connaître nos vulnérabilités, essayer d'y remédier aussi en termes d'approvisionnement, et puis aussi préserver nos propres leviers de croissance, nos atouts technologiques face à des comportements éventuels de prédation. Donc là-dessus, il faut reconnaître d'ailleurs que la mandature qui vient de s'écouler de la Commission a connu beaucoup d'avancées sur ce plan, je dirais à la fois en termes conceptuels et en termes pratiques, en termes de prise de conscience et de réaction qui a été assez rapide, de développement et d'usage d'outils pour mieux défendre nos intérêts face à une concurrence déloyale, face à des politiques non coopératives d'autres pays, et notamment les instruments de défense commerciale donc, qui sont faits pour avoir des réponses proportionnées à ce genre de comportement et qui ont été mentionnés dans la précédente table ronde. Donc ensuite, qu'est-ce qui reste à faire et quelles devraient être les priorités de la prochaine commission sur ce plan-là? Je pense qu'il y a d'abord un enjeu un peu d'opérationnalisation, de mise en œuvre tout simplement des instruments qui ont été commencés à développer sur notamment les investissements étrangers, donc sur le filtrage des investissements étrangers, là où les règles vont aussi être revues, sur les règles aussi sur le contrôle des exportations de biens ou de technologies à double usage civil et militaire. Il y a aussi les questions sur le filtrage des investissements sortants, c'est-à-dire des investissements européens à l'étranger dans des secteurs particulièrement stratégiques. Les États-Unis ont commencé à mettre en place des nouveaux instruments là-dessus. Au niveau européen, je dirais il y a une réflexion en cours, mais il faut aussi, je dirais, analyser les effets, les vulnérabilités, les impacts éventuels. Et donc sur ces différents domaines, je dirais il y a peut-être un peu 3 enjeux un peu transversaux dans la définition, la mise en œuvre de ces outils dits de sécurité économique. Bon, d'une part, bien comprendre où sont nos vulnérabilités, quels sont les secteurs à risque, quels sont les biens à risque. Alors, c'est une analyse qui, en termes d'approvisionnement, donc de vulnérabilité sur nos importations, on en fait au niveau, je dirais, du gouvernement français, que la Commission a conduite de son côté, sur, par exemple, identifier très concrètement quels sont les produits pour lesquels on importe la majeure partie de ce qu'on utilise. Nos importations sont très concentrées dans certains pays et il y a peu de pays qui les produisent au monde. Donc, je dirais, si on nous fermait le robinet dans certains pays, et notamment la Chine, on a peu de possibilités de diversification. Donc ça, typiquement, c'est un travail d'identification, d'analyse, mais qui est peut-être moins fait ou en termes de prise de conscience et d'analyse au niveau des entreprises ou des filières, de connaître en fait leur propre chaîne de valeur et voir où sont les nœuds critiques. Et peut-être juste très rapidement, 2 autres enjeux. Dans la mise en œuvre de ces instruments, l'un, c'est l'équilibre entre le niveau national et le niveau européen. On touche quand même à des questions de sécurité nationale. Il y a des enjeux de coordination, mais il y a aussi, voilà, qu'est-ce qu'on fait au niveau communautaire, qu'est-ce qu'on fait au niveau national en termes de décision quand il s'agit d'interdire tel ou tel investissement notamment. Et puis l'équilibre entre, je dirais, la protection et les opportunités économiques, c'est-à-dire l'attractivité, les opportunités pour nos entreprises d'un côté, et puis la protection de nos intérêts qui peut demander certaines restrictions. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à poursuivre.
Merci beaucoup. Là aussi, c'est extrêmement complet. Alors, je vous avoue que je ne sais pas ce qui se passe au-dessus, hein. Peut-être qu'on peut avoir des infos, mais ce n'est pas un séisme, ce n'est pas le métro, parce que ça vient du dessus. Donc, j'imagine qu'il y a une autre conférence où l'auditoire est applaudi. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Il va falloir qu'on montre qu'on est capable de faire aussi fort qu'eux. Bon, en tous les cas, je voudrais me tourner vers Guntram Wolf. Pardon. Je voudrais savoir, sur cette même question de la sécurité économique, est-ce que, de votre point de vue, vu du point de vue allemand et du côté de Bruegel, quel levier, selon vous, l'Union européenne doit actionner pour renforcer cette sécurité économique? Oui, un grand merci. Et je suis assez d'accord avec ce que Dorothée Rosé vient de dire. Donc, c'est quand même, la sécurité économique, c'est quand même un concept relativement nouveau qui doit être complété par un contenu concret actuellement. Et moi, je vois actuellement vraiment 3 priorités pour la prochaine commission dans cet regard. Premièrement, il y a toute la question de l'industrie de défense, et on va en parler peut-être un peu plus tard. Et deuxièmement, il me semble qu'il y a une priorité de s'attaquer aux dépendances excessives dans tous les secteurs économiques. Et je définirais une dépendance excessive, disons, comme une dépendance dans laquelle n'importe quel pays, pas seulement la Chine ou la Russie, pourrait créer des perturbations significatives dans nos approvisionnements. Cela concerne les matières premières, mais aussi l'accès aux services numériques, par exemple, comme l'informatique en nuage, donc cloud computing. Donc, ce concept nécessite, à mon avis, une compréhension, une analyse des substituts possibles et aussi des élasticités de l'offre pour les produits en question. Troisièmement, il y a les effets de l'économie politique et on n'en a pas encore parlé, mais c'est un aspect très important qui doit être pris en compte. Nous devrons réduire la capacité des pays étrangers à influencer la politique nationale, la politique européenne, soit par la propriété directe des médias sociaux ou des médias en général, soit par l'effet de levier économique sur les entreprises nationales ayant des liens importants avec le système politique. Donc, on a quand même pas mal de dépendances où des grandes entreprises nationales dépendent des marchés extérieurs d'une façon excessive et cette dépendance se transforme dans une influence politique des États étrangers sur notre politique. Notamment, il y a le cas de la Chine qui évidemment concerne beaucoup les entreprises allemandes. La Commission européenne a des instruments existants, comme déjà mentionné par Dorothée Rosé, comme par exemple les investment screening ou les règles pour les exportations. Mais il y a aussi à mentionner la politique industrielle, qui est assez compliquée quand même, et la politique commerciale. On n'en a pas encore parlé, mais la politique commerciale, c'est un levier très important pour accélérer la diversification des exportations et augmenter la résilience de nos économies. Merci à vous. Alors oui, je pense effectivement qu'on va aborder ce point. On a déjà quitté le sujet de l'élargissement. On va quitter le sujet de la sécurité économique. On va aller interroger la question de la compétitivité maintenant avec Pervenche Berès. Un rapport de cohésion territoriale vient éclairer la prochaine commission en matière de compétitivité. Comment est-ce que l'approfondissement de cette cohésion territoriale va accroître la compétitivité de l'Europe? Oui, merci de nous permettre d'éclairer le débat et des enjeux de la prochaine commission sous cet angle. Parce que la politique de cohésion, c'est vu comme étant la première manne européenne sur les territoires. Donc c'est la cohésion entre les différents territoires d'Europe, hein, et on ne parle même pas de pays. La politique de cohésion, c'est l'argent qui est distribué à travers ce qu'on appelle les fonds structurels. Et on oublie
que ça représente un tiers du budget de l'Union européenne. Alors, je sais bien que le budget de l'Union européenne n'est pas aussi important qu'on voudrait, mais quand même, c'est une politique importante. Et la réalité, c'est que quand on parle de compétitivité, si on veut accroître la compétitivité de l'Union européenne, et c'est un enjeu, un défi majeur, ça fait des années, avec beaucoup dans cette salle, à cette tribune ou dans le précédent panel, on s'inquiétait de déficit d'investissement public ou privé au sein de l'Union européenne, notamment compte tenu d'une montée en puissance qu'on voyait pour faire face aux défis dont on voyait qu'ils arrivaient avant même la Covid ou avant même la guerre en Ukraine. Le déficit d'investissement public et privé au sein de l'Union européenne par rapport à ses compétiteurs, parce qu'on préfère mourir guéri en s'occupant de nos déficits, je force le trait pour le charme de la discussion, plutôt que de vérifier comment est-ce qu'on va investir pour les générations futures, c'est un vrai défi. Or, on a là un trésor de guerre, parce que la politique de cohésion, encore une fois, c'est un tiers du budget de l'Union européenne. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent pour investir. Bon. Or, quand on regarde, et cette politique de cohésion, elle est absolument indispensable, ça fait une passerelle avec ce que j'ai dit dans ma première intervention à propos de l'état de droit. Je veux dire, l'Union européenne, on ne sait pas vivre dans un pays dans des pays où les inégalités s'aggravent, où les solidarités se défont. Parce que dans ce cas-là, on fait le lit du populisme et on détricote la démocratie. Donc je suis désolée de parler un petit peu de politique dans cette table ronde qui est très économique, mais l'économique ne peut pas ignorer l'environnement dans lequel elle intervient. Et si on n'est pas attentif à la qualité de cette politique de cohésion, on ne réussira pas le défi de la compétitivité. Il y a des chercheurs britanniques qui, il y a une quinzaine d'années, ont publié pour moi un livre qui est absolument une référence sur Why Equality Matters. Parce qu'on est plus efficace quand on est plus égaux. Et le modèle social européen, c'est ça. Ça fait partie de nos outils de compétitivité. Si je force un tout petit peu le trait, je dirais que ce n'est pas en faisant des Européens des petits Chinois qu'on va y arriver. C'est en étant des Européens. Et dans le fait d'être Européen, il y a cette solidarité et cette idée que, en plus, on l'a dit tout à l'heure dans une réponse, il y a le défi démographique dans lequel on est. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter tous les potentiels qui sont dans tous les territoires. Et pour ça, je sens votre body language que vous voulez que j'arrête, mais je vais quand même dire 3 choses. La première, c'est que quand on regarde l'efficacité de cette politique de cohésion, il faut être attentif, parce que je vous invite évidemment à aller regarder le rapport. Il y a une carte terrible qui montre que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle beaucoup de pièges de développement, c'est-à-dire des régions qui ne sont pas dans le trend pour y arriver. Donc il y a une équation très difficile là, qui malheureusement, ces cartes évidemment coïncident très souvent avec des cartes d'un électorat populiste. Donc c'est vraiment un sujet à regarder de près. La deuxième chose, c'est que si on veut réussir ça, et en même temps être dans le triangle, qu'est-ce qu'on fait, quelle politique de cohésion et comment est-ce qu'on rattrape nos écarts de compétitivité, eh bien, il faut faire une politique industrielle intelligente. Et une politique industrielle intelligente, ça ne peut pas être de faire tout. Alors, le non poli pour dire ça, c'est faire une stratégie d'investissement d'excellence. L'investissement d'excellence, ça veut dire qu'on donne plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Suivez mon regard. Et ça ne peut pas marcher. Parce que ça sera socialement insoutenable, même s'il y a la résilience dont Xavier Arago a parlé tout à l'heure, ça sera insoutenable et ça ne sera pas efficace. L'Europe n'est pas assez riche pour ne pas mettre sur le pont tous ceux qui peuvent donner, que ce soit en termes de territoire, de richesse, de savoir et d'agrégation de toutes les populations. Donc si on veut être compétitif, il faut avoir une bonne politique de cohésion. Merci, Pervenche Berès, j'ose plus bouger. Hein, mais alors je vais me tourner vers Dorothée Rouzet. Sur la même question, c'est exactement celle-ci. En fait, voilà, si on veut redresser la compétitivité en Europe, ça suppose quel type de politique industrielle européenne selon vous?
D'abord, je pense qu'il faut se féliciter en fait que le sujet compétitivité revienne un peu sur le devant de la scène en Europe et que dans les discussions, alors certes peut-être dans un milieu assez petit, mais dans les discussions sur que devrait faire la prochaine commission, le mot compétitivité revienne assez souvent. Parce que je pense que voilà, quand on parle de décrochage par rapport à nos grands concurrents, etc., c'est un peu au centre de la discussion. Alors sur la politique industrielle, je pense qu'il y a une réflexion à avoir et qui n'est sans doute pas aboutie, mais sur là aussi qu'est-ce qu'on veut faire en commun, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau national et comment mieux se coordonner sur ce qu'on fait au niveau national. Donc il y a des secteurs dans lesquels il y a des alliances européennes qui s'appellent les PIEC, des alliances industrielles entre plusieurs pays européens, dans des secteurs comme les semi-conducteurs, les batteries. Il y a sans doute matière à en développer dans certains secteurs. Maintenant, je pense que voilà, quand on voit les besoins d'investissement, c'est loin d'être la seule réponse. Et ensuite, il y a la question de est-ce qu'il y a de la place pour faire des choses en commun, avec des financements communs, de l'endettement en commun, etc. Je dirais ça rentre dans une réflexion plus large sur faut-il un nouvel endettement en commun et pourquoi faire, que si je rentre dedans, on peut y passer 2 heures, donc je ne vais pas le faire. Et puis, inévitablement, je dirais, la réalité est aussi que la plupart de la politique industrielle va rester nationale. Et donc là, la question, c'est aussi à la fois comment donner les moyens aux États de le faire là où c'est nécessaire et d'éviter aussi que la politique industrielle se fasse les uns contre les autres en Europe avec, je dirais, plus de concurrence entre nous pour attirer les investissements que face au reste du monde. Donc là, je pense qu'il y a des vrais sujets pour la prochaine commission. Et ensuite, quand on parle compétitivité en général, je pense qu'il faut aussi se dire quels sont les atouts de l'Europe encore trop inexploités en termes de compétitivité, qui reviennent à des choses plus transversales, je dirais peut-être aussi à un agenda un peu plus traditionnel, mais qui n'a pas perdu non plus sa pertinence. Parce que là aussi, quand on se compare à nos grands concurrents, quelles sont les causes du décrochage européen par rapport aux États-Unis? C'est beaucoup de sous-investissement, à la fois sous-investissement, je dirais, physique et aussi en innovation, en recherche et développement privé. On a un peu trop tendance à surréglementer et sous-investir. Donc voilà, un peu faire renaître l'agenda simplification de la Commission. Alors parfois, ça a l'air d'un serpent de mer, mais il y a quand même beaucoup à faire en termes de regarder les incohérences. Alors, la Commission a un objectif déjà de réduire d'un quart les obligations de reporting. On peut aller plus loin en termes de regarder les normes, les incohérences, les seuils qui sont différents entre eux, etc. On a le sujet financement qui est très important, notamment pour l'innovation. L'innovation, c'est la productivité future. On manque de financement pour le risqué, pour les horizons longs, pour donc, qui sont les projets les plus innovants. Et là, on revient un peu au sujet Union des marchés de capitaux, dont je pense on parlera un petit peu plus tard dans cette table ronde. On a, pour ce qui est des financements publics, je dirais une mise en œuvre intelligente des règles budgétaires européennes réformées. Alors effectivement, sans doute, la réforme ne va pas aussi loin que la France l'aurait souhaité. Elle va sans doute un peu plus loin que d'autres pays européens l'auraient souhaité. C'est la nature du compromis. Malgré tout, elle donne plus de place pour les investissements. Et je pense qu'il faut ensuite, dans la mise en œuvre, s'assurer que justement les investissements d'avenir, les investissements verts soient bien, donnent bien lieu à un peu plus de flexibilité. Et puis aussi, comme réservoir de productivité, de compétitivité, il nous reste le marché unique. Alors, le rapport d'Enrico Letta de la semaine dernière est très riche. Il y a beaucoup de propositions d'ailleurs hein, sur l'ensemble de ces sujets. Il y a pas mal de potentiel aussi sur les services. Alors, quand on parle de services, on a l'air d'être loin de la politique industrielle. Mais c'est là aussi où l'intégration est la moins poussée, où il y a beaucoup de barrières, où c'est plus dur pour les entreprises, du coup, d'atteindre une échelle critique pour ensuite être compétitive. Or, on a une industrie qui en fait consomme beaucoup de services, donc des services plus compétitifs et moins chers et de meilleure qualité, c'est aussi un atout pour l'industrie. Merci à vous, Claire Vaison. Alors, on parle de compétitivité, très bien. Peut-être qu'il faut la privilégier, cette compétitivité, et en parler beaucoup plus. Sauf que, on se dit, oui, mais il y a une transition énergétique à financer qui va être super coûteuse. Et donc, en fait, on va à l'envers de la compétitivité. Est-ce que pour vous, ça marche de pair, la compétitivité et la transition énergétique? Merci. Alors, spoiler alert, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir les deux. Sinon, on n'a plus qu'à partir de cette salle. D'abord, la transition énergétique, c'est juste pas une option. Je pense que d'ailleurs, on a fait, là aussi, une petite minute d'écart. On a fait il y a pas très longtemps et on a rendu public une étude
une enquête qui a été faite par l'Institut CSA dans 10 pays européens, à chaque fois des échantillons représentatifs dans chacun des pays. La bonne nouvelle, c'est que plus de 80% de la population pense qu'il faut continuer la transition énergétique. Donc en fait, ça n'est pas une option et nos concitoyens le savent. En revanche, et troisième point, par ailleurs, quand on demande dans 10 pays européens, alors il y avait le Royaume-Uni dedans, disons 9 de l'Union européenne, quand on demande aux populations est-ce que c'est bon pour l'activité et l'emploi, la réponse c'est plutôt oui. Et il y a une question sur laquelle les gens sont très partagés et très perplexes, c'est quand on leur demande si c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et là, un tiers disent oui, un tiers disent non et un troisième tiers ne sait pas. Voilà. Donc tout ça pour dire que, un, la transition énergétique, ça n'est pas une option. Deux, si on prend un pas de recul, c'est aussi une formidable opportunité. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'à court terme, il va y avoir beaucoup d'investissements. Ça a été chiffré. Il y a un travail récent qui est bien connu de France Stratégie, qui a été mené par Jean Pisani et Ferry et Selma Mahfouz. Ce travail dit, j'allais dire, comme les autres travaux de ce point de vue, il va y avoir des besoins d'investissement de l'ordre de 2 points de PIB par an pour réussir la transition énergétique dans les prochaines années. Donc on peut se dire que c'est un investissement massif, et c'est vrai. En même temps, quand vous regardez un certain nombre d'études qui commencent à être publiées, que ce soit des études du Fonds monétaire international ou de la Banque centrale européenne, ces études disent, à horizon de quelques années, les impacts sont positifs. Ce qui est encore plus fort que ce qui était dit précédemment, qui était les coûts de l'inaction sont très élevés. Avant, on se disait les coûts de l'inaction, c'est que la planète devient plus vivable, c'est que les populations sont en beaucoup plus mauvaise santé parce qu'il y a des canicules excessives, c'est que les maisons craquellent parce qu'elles sont sur de l'argile, et c'est des vrais sujets, elles sont sur de l'argile, les murs vont craqueler, le trait de côte va reculer, tout ça est vrai. Donc le coût de l'inaction est très élevé, mais la bonne nouvelle, c'est aussi que quand vous regardez l'impact PIB à quelques années de la transition énergétique, à moyen long terme, l'impact est positif. Et si on prend un pas de recul, et si on regarde l'Europe en particulier, j'allais dire en Europe, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça rappellera un souvenir à ceux d'entre nous. C'était un slogan très français. Voilà, c'était très français. Donc ceux d'entre nous qui sont nés un tout petit peu ou à peu près au moment de la crise de 73, se souviennent de, en France, on n'a pas de pétrole et on a des idées. J'étais pas grande, je le dis quand même, mais néanmoins, j'ai été biberonnée par ça et on éteignait la lumière. Enfin bon, on nous a appris tout un tas de choses utiles à ce moment-là. Dorothée n'était pas là. Donc, en Europe, on n'a pas de pétrole, on n'a pas non plus de gaz, ou en tout cas pas beaucoup. On en avait un peu aux Pays-Bas, il y en a, bon, voilà, Royaume-Uni un peu, mais globalement, on est un continent qui n'est pas très doté des énergies fossiles qui ont été celles de l'industrialisation des dernières décennies. En revanche, on a du soleil, on a du vent, on a de l'eau. Et donc, quelque part, si on prend un pas de recul, le fait de transitionner des énergies fossiles vers d'autres énergies, c'est aussi une occasion, quelque part, de se remettre davantage à un pied d'égalité avec les autres grands continents. On va entrer dans un monde dans lequel ce qui compte, ce n'est pas avant tout la capacité à avoir dans son sous-sol des ressources, que ce soit du gaz ou du pétrole. Il y a d'autres sujets. Et Dorothée faisait allusion à la question des terres rares, par exemple. Donc, il y a d'autres sujets qui sont des vrais sujets, des vraies questions d'approvisionnement dans la transition énergétique et sur lesquelles il faut bien évidemment travailler. C'est une très bonne nouvelle que l'Europe et que la France, bien sûr, s'en emparent. Un mot pour dire que les entreprises aussi s'en emparent. On a bien compris toutes. Enfin, je veux dire, tous les grands énergéticiens ont bien compris que c'était critique dans la transition énergétique. Et donc, c'est des sujets qu'on regarde très, très sérieusement. Et ce sont des sujets de politique industrielle. Alors, je voudrais qu'on se tourne vers Guntram Wolf de nouveau à Berlin pour prolonger cette réflexion autour de la politique industrielle sur la politique industrielle de l'armement. Est-ce que, selon vous, il faut que l'Europe ait une politique industrielle, ait une vision politique industrielle de l'armement? Et j'ai envie de pousser plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle ait aussi une vision d'une diplomatie européenne? Et merci pour cette question. Et je dirais que la réponse aux deux questions est oui. Et laissez-moi expliquer pourquoi je pense ainsi.
Donc, commençons par la question de politique industrielle pour l'armement. La Russie a massivement augmenté sa production militaire. Selon le général américain Christopher Cavoli, qui est le Chief Allied Commander en Europe, la Russie est capable de produire ou de remettre à neuf plus de 1200 nouveaux chars de combat principaux par an et de fabriquer au moins 3 millions d'obus d'artillerie et plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN. En Europe, nous avons considérablement augmenté notre production, mais elle reste insuffisante. Par exemple, la France produit environ 100 000 obus d'artillerie en 2024. L'Allemagne, environ 700 000. Mais l'Ukraine a besoin de 10 000 obus par jour. Donc, on parle, la France et l'Allemagne ensemble ont produit 80 jours des nécessités de l'Ukraine d'obus d'artillerie. Donc ça, c'est vraiment, je crois que c'est quand même assez clair qu'on a un problème par rapport à la production en support de l'Ukraine. Le deuxième facteur pourquoi on a besoin d'une politique industrielle, c'est quand même le facteur des coûts. Les coûts pour la production militaire ont beaucoup augmenté pendant la guerre et les coûts unitaires en Europe ont tendance à être très élevés, assez élevés, notamment parce que nous commandons des quantités relativement faibles sur un marché fragmenté. Donc, il est temps de réduire la fragmentation et de regrouper davantage les achats. L'augmentation de la dette européenne, donc c'est le troisième point, pour financer la défense devrait aller de pair avec une intégration plus poussée de défense au niveau de la prise de décision. Donc, c'est-à-dire, c'est même plus qu'une diplomatie européenne si on veut vraiment faire des avances au niveau de la dette, au niveau de financement. Il faut de plus discuter une intégration plus élevée de la diplomatie et même des actions militaires. Merci à vous. Pervenche Berès, on change de sujet. Parce que vous m'avez dit pendant la préparation de cette table ronde que pour vous, l'union des marchés de capitaux, qu'on a effleuré tout à l'heure, était une clé de voûte pour l'avenir de l'Europe. Pourquoi ? C'est déjà ça il y a 5 ans, à la précédente mandature. J'avais pensé que avant même que le New Green Deal devienne le Green Deal européen, je savais que c'était le sujet qu'il fallait traiter. Et donc, je pensais que pour financer la transition énergétique, il fallait faire l'union des marchés des capitaux. Mais l'argument n'a pas pris il y a 5 ans. Mais depuis, alors je ne sais pas si on va faire la politique industrielle, mais même si on fait la politique industrielle, il faudra quand même une union des marchés des capitaux, parce que sinon, on ne sait pas financer les investissements nécessaires pour faire la politique industrielle. Et alors, les banquiers, ils disent qu'on est devant un mur des financements. Ils disent ça parce qu'ils considèrent qu'on leur pose trop d'exigences et qu'ils veulent utiliser cet argument pour baisser les exigences qu'on leur demande en termes de fonds propres. Donc, je ne reprends pas cet argument sous leur angle. Mais là où ils ont un point, c'est qu'on est devant un mur de financement parce qu'on a une épargne en Europe qui est dans des dépôts ou qui finance l'économie américaine et l'économie asiatique. Donc, cherchez le problème, vous le trouvez assez vite. Or, on l'a dit depuis le début de cette table ronde, on a un défi de compétitivité qui était latent, mais qui est maintenant révélé et aggravé. On a des besoins d'investissement pour récupérer une souveraineté en termes de politique industrielle, en termes numériques, en termes de transition énergétique, en termes de défense, en termes de démographie, et je dois en oublier quelques-uns. Et on a quand même un problème de limite de l'endettement public, même si on n'est pas staccano du 60%, et que les règles budgétaires, on peut en penser ce qu'on en veut. C'est pas la dette publique, c'est pas avec le financement public qu'on va arriver à tout. En attendant, il faut quand même essayer de renouveler ce qu'on a fait avec Next Generation EU, qui est d'avoir un emprunt commun, y compris quand c'est dédié, c'est pas forcément un grand emprunt. Enfin, si on n'arrive pas à faire un endettement commun général, ben, faisons-le de manière ciblée pour financer la dépense, financer l'IA, etc., comme on l'a fait au moment de la Covid. C'est une bonne piste. Mais tout ça, on ne pourra pas le faire
si on ne mobilise pas aussi intelligemment l'argent privé, enfin l'investissement privé. Et c'est l'enjeu de cette union des marchés des capitaux. Enrico Letta, dans le rapport qu'il vient de remettre, en parle beaucoup. Quelque chose me dit, sans faire vraiment Madame Soleil, que Mario Draghi va en parler beaucoup et Christian Noyer, demain matin, ne va parler que de ça, puisque c'était son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut remettre en adéquation, à l'échelle européenne, l'offre et la demande, et réfléchir en européen. Parce que dit le rapport Letta? Le rapport Letta dit que là où on a un déficit de compétitivité, il ne fait pas une grande leçon. Il prend 3 secteurs, les télécommunications, l'énergie et la finance, où le principal déficit de compétitivité entre l'Union européenne et ses principaux compétiteurs, pour faire bref, la Chine, les États-Unis, c'est parce que nous avons la taille critique que nous n'exploitons pas. Et moi, j'ai été quand même très frappée. Dans la première table ronde, j'ai trouvé que vous étiez un peu généreux sur l'absence de pensée européenne. Et en politique économique, c'est une des choses qu'on a le plus de mal à faire. Alors, en France, on parle souvent de champion européen, parce que c'est qu'un champion européen, mais c'est quand même ce que nous demande de faire Enrico Letta, c'est de pouvoir travailler en européen. Et quand Claire Vaizan parle de la question des interconnexions, c'est un bon exemple. Si on veut que l'énergie soit mieux exploitée, parce que les ressources énergétiques, elle l'a parfaitement démontré, on a tout le potentiel. Juste, il nous manque les interconnexions. Donc ça s'appelle des frontières. Hein. Et pour lever ces frontières, il faut beaucoup d'argent. Donc c'est un exemple très concret de soyons pas maso, on a les moyens de retrouver de la compétitivité, mais pour ça, il faut accepter de dépasser des cloisonnements dans la circulation de nos économies et de l'épargne des Européens en l'exploitant mieux au service d'un bien commun dont nous avons besoin pour gagner cette bataille. Alors, on va aller. Je vais vous poser encore une question chacune, et puis on va essayer de consacrer encore un petit peu de temps aux questions de la salle, comme on l'a fait à la fin de la première table ronde. Dorothée Rouzet, d'abord, puisqu'on parle d'énergie, on va parler un petit peu du pacte vert européen. Il a été adopté. Comment est-ce qu'aujourd'hui on le met en œuvre? Comment est-ce qu'on le finance? Et puis, comment est-ce qu'on le rend acceptable aussi pour les opinions publiques? Oui, c'est bien les 3 enjeux. Hein, je dirais, dans la précédente mandature, il y a eu beaucoup, je dirais, de nouvelles initiatives. Le pacte vert a été adopté, les objectifs, notamment Fit for 55, ambitieux, ont été adoptés. Et je dirais, non moins noble, le défi de la prochaine mandature, c'est plutôt celui de la mise en œuvre que celui d'inventer encore des choses nouvelles sur ce plan-là. Côté mise en œuvre, simplement pour donner un exemple qui est parlant, c'est celui du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est entré en vigueur dans ce qu'on appelle une phase à blanc à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire on calcule mais personne ne paye, pour tester le fonctionnement en gros, jusqu'à fin 2025, et en 2026, là pour le coup on rentre dans le dur et le mécanisme sera pleinement en vigueur. D'ici là, la Commission doit adopter à peu près une vingtaine d'actes pour sa mise en œuvre effective. Donc ça va prendre en fait pas mal de ressources sur ce sujet. Et puis doit, je dirais, aussi veiller à ce que dans la phase opérationnelle, on traite aussi ce qui sont les sujets d'attention ou d'inquiétude, des risques de contournement, des risques de ce qu'on appelle les fuites de carbone à l'exportation ou à l'aval, c'est-à-dire concrètement aussi un peu, des effets délétères, soit en aval de la chaîne de valeur sur les secteurs qui ne sont pas couverts, dont les importations ne sont pas couvertes, c'est y compris l'automobile ou des secteurs comme ça qui peuvent être à risque, ou via l'export. Donc en fait, il y a pas mal de travail sur rendre le mécanisme opérationnel à temps et faire qu'il atteigne bien ses objectifs environnementaux. Ensuite, deuxième enjeu, vous l'avez dit, c'est celui du financement. Alors là, je peux être assez bref parce que je suis... Pervenche Berès a dit beaucoup de choses. Je pense que le défi, on le connaît. Les chiffres, alors on a fait nos propres estimations au Trésor en partant des analyses de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz.
sur les besoins de financement. Au niveau européen également, on estime que les besoins de financement juste pour la transition écologique, c'est 600 milliards d'euros d'investissements supplémentaires annuels. Donc, globalement, le consensus autour de 2-3 points de PIB d'investissement supplémentaires est établi. Et donc, la question, c'est comment on le finance, sachant que les finances publiques sont dans un contexte assez contraint, la dette est déjà élevée. Et donc, en fait, les réponses sont effectivement beaucoup aller chercher du côté des investissements privés. Comment on mobilise l'épargne privée? On a beaucoup d'épargne en Europe, elle ne va pas forcément au bon endroit, ça a été déjà dit dans la table ronde précédente. Et donc là aussi, je pense qu'on place beaucoup d'espoir dans, je dirais, l'impulsion politique nouvelle qui est donnée à l'Union des marchés de capitaux. Il y aura effectivement l'événement de restitution du rapport Noyer à Bercy demain matin. Donc c'est un sujet important effectivement pour le partage public-privé de ces investissements, où on sait bien que la grosse partie devrait être portée par le côté privé. Et puis au niveau européen, je dirais au sein de la part publique, je dirais le partage entre national et européen, là aussi va être crucial. Je pense qu'il y a l'expérience Next Gen EU qui est importante parce que dans les plans de relance européens, la part du vert est importante. Donc ça a permis justement de financer au travers des crises, d'abord le fait que l'investissement public ne baisse pas, et je dirais toutes les crises précédentes, on voit l'investissement public qui baisse, ça n'a pas été le cas, et de donner aussi pas mal d'impulsion à l'investissement vert. Maintenant, cet instrument, il prend fin en 2026 et nos besoins d'investissement ne prennent pas fin en 2026. Donc, ça pose clairement la question de qu'est-ce qui pourrait le remplacer pour soutenir l'investissement public et notamment vert. Ensuite, en termes d'acceptabilité, il y a beaucoup de choses qui sont du ressort des politiques nationales, très honnêtement, de comment on accompagne les ménages les plus vulnérables, les entreprises les plus fragiles. Je pense que du point de vue européen, il y a aussi justement le fait de peut-être se concentrer davantage sur la mise en œuvre avec des normes qui restent relativement transparentes, stables et prévisibles. C'est un peu le sens de la notion de pause réglementaire qui avait été lancée par le président, pas pour dire on manque d'ambition, mais pour dire concentrons-nous sur le fait de mettre, on a des objectifs ambitieux, concentrons-nous sur le fait de les atteindre d'une manière qui soit assez prévisible pour les agents. On a des questions effectivement d'accompagnement social, mais qui seront plus, je pense, du ressort des États. Et puis, il va y avoir des nouveaux défis, et j'en cite juste un, qui vont arriver pendant cette mandature, avec notamment la deuxième phase du système européen de quotas d'émissions, parce que cette deuxième phase, aujourd'hui, donc le système ETS, il couvre en gros les grosses industries très émissives. Cette deuxième phase, elle va toucher de beaucoup plus près les ménages et les petites entreprises à travers des secteurs comme le bâtiment, le transport, les petites industries. Et donc, si on a des prix assez volatiles, des pics de prix, en fait, ça va assez vite se retrouver sur les prix à la pompe, sur le prix du chauffage, sur des choses qui touchent les gens de plus près. Et donc, sans doute aussi du côté acceptabilité, voir comment, s'il y a beaucoup de volatilité de ce côté-là, il va falloir aussi trouver des solutions. Merci Claire Vézan. Oui, cette question de l'acceptabilité, elle est absolument cruciale. Est-ce qu'elle ne passe que par les prix? Est-ce qu'il y a d'autres instruments d'action? Est-ce que ça relève de la Commission européenne ou des politiques des États? Comment vous voyez les choses? Vaste question, beaucoup de choses ont déjà été dites. Oui, je dispose de 3 minutes. Donc, quelques mots pour dire que, bien sûr, l'acceptabilité des politiques publiques, c'est toujours un sujet. Et c'est bien sûr un sujet pour la transition énergétique qui, on l'a dit, à long terme, moyen long terme, n'est pas une option, donc est indispensable, 2 est favorable économiquement à moyen long terme, mais représente des coûts à court terme. Des coûts et des changements de comportement aussi. Et donc, notre conviction comme énergéticien, c'est que la meilleure façon de traiter, une des bonnes façons de traiter cette question de l'acceptabilité, c'est d'abord de minimiser les coûts. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut parler de répartition, mais voilà, plus on est capable d'optimiser le coût de la transition énergétique, plus on a de chances de réussir à avoir une transition politiquement et publiquement, socialement acceptable. Ça a l'air complètement évident quand je le dis, mais en fait, la question des coûts de la transition et de l'optimisation des coûts de la transition, elle n'est pas beaucoup dans le débat. Et même l'excellent rapport de Jean Pisani et Selma Mahfouz fait un exercice d'évaluation des coûts sur un scénario donné, mais à ce stade, pleine d'espoir sur le fait qu'il y ait d'autres travaux là ou ailleurs, mais à ce stade, ça n'est pas utilisé pour réfléchir à l'optimisation des coûts de la transition. Et moi, je dirais à la fois comme énergéticienne et comme citoyenne, je suis absolument convaincue
que cette question, elle doit être beaucoup plus au centre des réflexions des politiques nationales et communautaires. Alors ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas le seul, bien sûr, sur l'acceptabilité. On a parlé de coûts induits pour les ménages. La question de la redistribution, la question de qui paye quoi, elle est absolument cruciale. Je pense qu'il n'y a pas besoin de long développement hein, dans ce pays. On a tous vécu la crise des gilets jaunes. Certains ont plus de capacité à payer que d'autres, certains ont plus besoin de se servir de leur voiture que d'autres. Il y a des inégalités sociales et des inégalités objectives de situation. Il va falloir, et ça n'est pas simple, mais il va falloir évidemment que ça fasse complètement partie intégrante des politiques. Et de ce point de vue-là, j'ajoute qu'il y a des coûts qui sont des coûts qui ne se voient pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir un prix du carbone, le fait d'avoir des prix des énergies qui montent, ben là, vous voyez tout de suite qu'en effet, il y a un consommateur en face. Quand la transition énergétique passe par des interdictions, par de la réglementation, ben de fait, ça peut renchérir renchérir la construction, ça peut renchérir certains segments qui sont indispensables aux ménages. Et ces coûts-là, ils sont tout aussi importants à prendre en compte que les coûts directs qu'on voit via des mécanismes financiers. Et puis, dernier point, la question de l'acceptabilité, effectivement, et c'était votre point, ça n'est pas qu'une question de coût. On voit bien que dans tous nos pays, il y a des questions sur l'acceptabilité, en particulier, pas seulement, mais en particulier des énergies renouvelables. Alors la France est un pays où on adore avoir des débats, on adore opposer les énergies. Donc on a, et je suis sûre qu'il y en a dans cette salle, vous l'avez dit monsieur, d'ailleurs, on a des gens qui sont très anti quelque chose, anti-éolien, il y a des gens qui sont très anti-nucléaire. La réalité, on est français. On est français, oui, oui, et ça fait partie de notre charme, très honnêtement. On s'ennuierait s'il n'y avait pas cette diversité. Mais quand même, à la fin du jour, on a besoin d'énergie décarbonée, fiable, le moins cher possible. Il faut travailler dans ce cadre-là et il faut arrêter de se dire telle énergie, pas telle autre. Alors nous, comme énergéticiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on développe des projets, en particulier d'énergie renouvelable, on le fait avec un label, Transition énergétique durable, qui implique notamment d'avoir un vrai dialogue avec les collectivités qui sont les collectivités dans lesquelles on s'installe. Et pour s'assurer, et ça n'a pas toujours été le cas de tous les développeurs de projets, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un petit buzz négatif, en particulier sur l'éolien. Ça a été un peu le Far West au début avec des petits développeurs qui installaient un peu n'importe où, n'importe comment certains projets. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas du tout notre pratique. On s'assure vraiment qu'il y a une acceptabilité. Et il y a des cas aussi où ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, là aussi, on est français, donc le français est râleur naturellement, mais il ne faut pas caricaturer les choses. On a aussi des cas où, voilà, 10 ans après, il y a un parc éolien qui a été installé dans une commune. La commune parle de nos éoliennes et est très heureuse parce qu'il y a des investissements qui ont pu être liés. Donc moi, je crois que cette question de l'acceptabilité, elle est très importante à prendre en compte. Elle doit être partie intégrante, mais elle n'est pas un obstacle absolu, et heureusement. Merci pour cette réponse. Je vous propose de passer à vos questions. On ne va pas en prendre beaucoup parce que le temps a passé très vite. Mais voilà, je vois quand même déjà une main qui se lève là-bas. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y a monsieur et monsieur. Voilà. Bonjour. Je tenais à vous remercier déjà pour vraiment deux séances vraiment très riches en idées et en discussion. Je m'appelle Martin Ray. Je travaille au Mécanisme européen de stabilité. Du coup, aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de besoins, beaucoup d'enjeux, beaucoup de besoins de coordination, de financement public ou privé. Cela demande aussi des engagements de l'État. La dette publique européenne, ça nécessite des capitaux par la Commission, avec la BEI, avec le MES. On arrive à un point où c'est un peu éparpillé à travers plusieurs instruments, certains pérennes, d'autres qui vont périmer, le NextGenEU, le RFF. Quels enjeux d'optimisation des capitaux qu'on a pouvons-nous faire aujourd'hui à l'échelle européenne et peut-être à l'échelle nationale? Quels sont les leviers? Évidemment, quitte du MES dans tout ça. Je vous remercie. Merci pour cette question. On prend tout de suite une deuxième question. Donc, c'est plutôt de ce côté-là, monsieur. Oui. Bonjour, je m'appelle Bruno Coquet. Donc, moi, j'ai été président du comité de l'emploi de l'Union européenne.
Et aujourd'hui, enfin cet après-midi, on a eu des tas d'interventions très intéressantes, mais je n'ai pas entendu le mot Europe sociale, ni dans le bilan, ni dans les défis. Ni emploi. Or, on est. Si, un petit peu. Il y a même eu le mot social une fois. Mais, mais en fait, on est quand même dans le dur. C'est dans le traité de l'Union européenne, on a moult articles, 145 et suivants, ou même l'article 3, qui définissent des bases juridiques, qui définissent des procédures, qui définissent des objectifs de coordination. Et donc, on n'en parle plus du tout. Je ne suis pas très étonné, mais j'aimerais quand même le sentiment des intervenants là-dessus. Merci. Troisième question, monsieur. Oui, alors je dois dire, c'est la première fois que j'entends se réjouir d'un prix de l'électricité égal à 0. Et il faut expliquer pourquoi ça pose en fait d'énormes problèmes. Un, ça veut dire que les énergies variables intermittentes fournissent de l'électricité quand on n'en a pas besoin. Par contre, quand il y a en garantie de puissance, elles ne sont pas là. Deuxièmement, ça veut dire aussi qu'elles ont des externalités négatives, notamment en extension de réseau, en coût de stabilisation du réseau, en coût de marché qu'elles font payer aux autres énergies et qu'elles ne payent pas. Et ça, il faudra vraiment en sortir au niveau européen dans la fixation des prix de l'électricité et du merit order. Bien. Et ça veut dire aussi que c'est une catastrophe parce que vous avez du coup des prix de l'électricité qui jouent au yo-yo et qui en plus ne permettent pas une visibilité suffisante pour investir à long terme dans de nouvelles productions d'électricité. Voilà. Et pour la temporalité éolien nucléaire, en ce qui concerne l'éolien en mer, les problèmes d'approvisionnement en métaux et matériaux critiques, dont l'éolien en mer est la méthode d'électricité, de production d'électricité la plus gourmande, vont créer de réels problèmes. Et puis pour la temporalité, je vous assure, il y a des associations qui s'en occupent. Voilà. Merci. Qui répond en premier? Alors oui, il y a Guntram Wolf, effectivement, qui est à distance. Guntram, est-ce que vous voulez réagir sur une des questions? Peut-être sur l'optimisation des capitaux, je ne sais pas, mais... Oui, peut-être sur la première question. Il me semble, on a beaucoup parlé des marchés des capitaux et l'importance des marchés des capitaux pour financer notre marché unique, marché commun. Mais on n'a pas beaucoup parlé des eurobonds et des conditions qu'il faudra quand même mettre en œuvre pour faire avancer ce marché de capitaux. À mon avis, ça ne sera pas suffisant de discuter un peu d'ici et là des régulations, d'une harmonisation de certains aspects des régulations, de régulation des marchés des capitaux. Finalement, on peut vraiment intégrer notre marché de capitaux qu'avec des avances ou du progrès très significatif au niveau d'une dette commune. Et donc, dès qu'on parle de ça, et ça je le dis de Berlin, dès qu'on parle de ça, évidemment, il faut rapidement parler de toutes les questions de gouvernance et de droit, etc., etc. Donc, il me semble on est un peu dans un monde où on espère de faire des choses, de financer des choses, de devenir beaucoup plus efficace au niveau européen, sans vraiment être prêt de toucher ce qu'il faut vraiment toucher. Ce qui est le plus compliqué, mais c'est toute cette question de la dette commune et d'une union politique, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc ça c'est ma réponse peut-être à la question de collègues du MES. Absolument. Merci beaucoup, Guntram Wolf. Oui, Dorothée Rouzet? Non? Oui? Qui? Non, je sais pas, c'était juste pour rebondir sur la même question, et donc sur la question de la dette en commun. Alors, tout harmoniser, je pense que c'est compliqué, ça prendrait probablement beaucoup d'énergie pour un gain peut-être incertain. Je pense que pour moi, la vraie question, c'est que si on a cette discussion de qu'est-ce qu'on veut financer en commun, en un sens, c'est bien beau, mais il faut avoir en parallèle la question de comment on paye, très, très pragmatiquement, à la fois pour des questions d'efficacité économique et pour des questions de réalisme politique. D'efficacité économique, parce que, en fait, moi, Next Generation EU, malgré tout, donc la Commission lève beaucoup de dettes hein, pour allouer ses fonds. Mais pour les investisseurs, ce n'est pas la même chose que de la dette souveraine. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette d'extinction
Et donc, c'est une dette qui est un peu moins liquide, qui va le devenir de moins en moins au fur et à mesure que la Commission va forcément émettre moins de manière prévisible. Donc, en fait, voilà, si on parle de pérennisation, on peut aussi avoir des avantages du point de vue aussi simplement des coûts de financement, de la stratégie de financement, du fait que cette dette va être vraiment perçue comme un actif sûr, un peu au même titre que les dettes souveraines par les marchés. Ensuite, de manière plus importante, c'est vrai que de toute façon, je dirais en intergouvernemental, la discussion sur que financer par la dette commune, elle n'ira absolument nulle part si on n'avance pas sur la discussion des ressources propres, c'est-à-dire quelles sont les ressources vraiment au niveau européen qui vont aller au remboursement déjà de Next Gen EU et ensuite éventuellement de ce qui en prendra la suite. Parce que s'il n'y a pas d'avancée là-dessus, en fait, on en reste sur au moment où va arriver le remboursement en 2028. Concrètement, on va dire on va le rembourser par des contributions des États en fonction de leur PIB. Et donc ça, chacun fait son calcul, combien je mets au pot, combien je récupère. Donc vous aurez les contributeurs nets contre les bénéficiaires nets. Et donc on n'avancera jamais sur la discussion de qu'est-ce qui vient après, parce que la solidarité, et du coup, c'est de manière très évidente des transferts entre États qui ne sont pas plus à la fin que des transferts entre États. Donc je pense qu'il faut déjà avoir ces discussions en parallèle de qu'est-ce qu'on va en faire et comment on le finance, et on ne peut pas décorréler les deux ou dire qu'on fait l'un avant l'autre. Merci à vous. Claire Vézan, peut-être sur, Oui, alors, pas sur le l'énergie, mécanisme mais l'énergie européen et l'emploi, peut-être aussi. pas parce sur que... le MES, même si ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Non, quelques mots sur l'emploi et puis quelques mots sur l'énergie, Parce que vous aimez ça. Je ne résiste pas à ce plaisir quand même. Évidemment, l'emploi, à la fin du jour, et je ne l'ai pas dit, mais la transition énergétique, entre autres choses, hein, un des enjeux, c'est évidemment qu'elle soit créatrice d'activités et d'emplois en Europe. Alors, comme on n'a pas eu le temps de parler de tout, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais ça passe d'abord par le coût de l'énergie, hein, ça a été dit dans la table ronde précédente. Le coût de l'énergie, c'est un input absolument essentiel pour le fonctionnement de l'ensemble de l'économie. Donc, l'importance d'optimiser le coût de la transition, c'est aussi ça. Ça passe aussi par des choix sur qu'est-ce qu'on cherche à localiser en Europe ou pas. Et ça pourrait nous faire toute une autre table ronde. Sur la question de quelles sont les politiques communautaires, je dois dire que je ne suis pas spécialiste des politiques communautaires de l'emploi, et donc je vais assez peu entrer sur ce débat, simplement pour se dire que ça fait partie de l'identité européenne. C'était dit, Pervenche nous disait tout à l'heure, en Europe, on aime plus qu'ailleurs être égaux. En Europe aussi, on est plus attentif à un certain socle de droits sociaux, et je pense que c'est une très bonne chose. Et que d'ailleurs certaines géographies, y compris lointaines, se mettent parfois à adopter des salaires minimaux, par exemple. La question de l'acceptabilité sociale, elle est importante, et elle passe aussi par l'emploi, et pas seulement la quantité d'emploi, mais aussi la qualité et la manière dont les personnes sont rémunérées. Alors, je viens sur le sujet énergétique pour dire deux, trois choses. D'abord, oui, des prix de l'énergie à zéro, ça pose des tas de problèmes. Simplement, pendant longtemps, on nous expliquait, vous l'avez fait à moitié, mais on nous expliquait, ça coûte très très cher ces énergies renouvelables, c'est épouvantable, ça va faire exploser les coûts de l'énergie. En fait, la bonne nouvelle, c'est que dans un pays comme l'Espagne, c'est déjà plus de 50% de la production, hein, donc c'est pas du tout anecdotique. Et non, ça ne fait pas du tout exploser les coûts de l'énergie, même quand on prend en compte l'ensemble des coûts induits. En fait, il faut prendre pour toutes les énergies l'ensemble des coûts induits. Et là aussi, c'est un débat qui peut être assez vaste. Donc, et j'ajoute que pendant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité sont montés au plafond, comme tout le monde s'en souvient. Ce qui fait que, et ça fait le lien avec mon deuxième point, la plupart des énergies renouvelables aujourd'hui, elles ne sont pas rémunérées au prix de marché. Elles sont rémunérées dans ce qu'on appelle des contracts for difference, c'est-à-dire qu'il y a des contrats entre les producteurs d'électricité renouvelable et les États, le plus souvent, dans lesquels il y a un prix qui est garanti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, c'est très stabilisant, évidemment, pour l'économie. Ça veut dire que quand le prix de marché est en dessous du prix garanti, eh bien, le producteur touche quand même le prix garanti. Mais quand le prix de marché s'envole parce qu'il y a une crise énergétique, et là, cet argent-là, il va au budget de l'État. La bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, mais avec la flambée des prix de l'énergie, la nouvelle, c'est que
les énergies qui ont été subventionnées, en particulier l'éolien, elles ont remboursé leurs subventions parce que de fait, enfin, voilà, elles ont été subventionnées pendant tout un temps, mais ensuite, elles ont remboursé cet argent au budget de l'État parce que les prix de l'énergie étaient très élevés et très au-dessus du prix auquel elles étaient rémunérées. Donc ça, c'est sur le débat cher-pas cher qui est, je pense, important. Ça ne fait pas exploser les coûts du système, c'est le premier point. Et deuxième point, oui, bien sûr, c'est des prix, ça fait de la variabilité dans des prix. Et ça veut dire qu'un investisseur aujourd'hui ne peut pas investir avec l'idée que les prix vont être à zéro toute la journée s'il y a du soleil et du vent, hein, ou à 15 € comme c'est le cas en France. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut des mécanismes de long terme, soit des mécanismes avec les États, les CFD dont je parlais, soit des mécanismes entre acteurs privés. Et nous, on fait beaucoup de mécanismes de ce type aux États-Unis, par exemple, hein. Des Power Purchase Agreements, ça veut dire des PPA, qui sont des mécanismes bilatéraux dans lesquels un grand industriel vous dit « je vous achète de l'électricité sur 15 ans à telles conditions ». C'est stabilisant pour le producteur et c'est stabilisant pour l'industriel en face. Voilà. Et dernier point, oui, les énergies renouvelables ne suffisent pas et il faut de la complémentarité. Donc moi, je suis pour la paix entre les énergies, hein. Je crois qu'il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas se dire c'est un désastre les énergies renouvelables. C'est pas vrai, c'est pas un désastre. Aujourd'hui, c'est pas cher. Elles produisent elles sont plus anecdotiques dans beaucoup de pays. L'éolien en fait partie. Toutes les études RTE, ADEME et autres montrent que sans éolien, on n'y arrive pas. Simplement, en effet, elles sont intermittentes. Et donc, deux choses. Il faut développer les moyens de flexibilité. Hein, je le disais, c'est un des impensés de la transition. Le stockage et l'effacement de la demande d'un côté. Et puis, par ailleurs, il faut des énergies qui fonctionnent en base. Et ça peut être du nucléaire, par exemple. Voilà, donc c'est une phase de conclusion qui cherche à créer une sorte de consensus, ce qui n'est jamais très facile en France. Merci beaucoup, Claire Vaison. Pervenche Berès, peut-être un mot de fin? Merci pour le débat. Je crois qu'on a bien mis des briques de ce qui nous attend pour le prochain mandat. Et juste rebondir en guise de conclusion sur deux des questions qui viennent d'être posées, sur le mécanisme européen de stabilité et les eurobonds. Je vais faire la synthèse comme Claire Vaison. On a besoin de tout. On a besoin d'explorer toutes les pistes. Si on peut avancer sur un endettement permanent de l'Union européenne pour mener des politiques de financement de biens communs européens, tant mieux. S'il vaut mieux trouver un biais comme reproduire ce qu'on a fait avec Next Generation EU sur un emprunt ciblé, eh bien c'est ça qu'on fera. Sur la question du mécanisme européen de stabilité, je trouve que c'est de l'argent qu'on pourrait mieux exploiter. Je le dis poliment, mais je n'étais pas favorable à la dernière réforme du mécanisme. Et je pense qu'il y a là un trésor de guerre qui pourrait être repensé. Peut-être que ça sera dans le mandat de la prochaine commission, on verra. Et sur la question de l'Europe sociale, c'est vrai que ça n'était pas au cœur de notre débat. En même temps, je crois que quand j'ai évoqué les enjeux de la politique de cohésion, je n'ai fait que traiter des enjeux de la solidarité et donc d'une Europe sociale vivante au sein de l'Union européenne. Pour boucler avec ma première intervention, on en aura d'autant plus besoin qu'on élargira l'Union européenne. Rappelons-nous, la politique de cohésion, elle a été inventée au moment de l'entrée de l'Espagne et du Portugal pour faire de la solidarité en Europe. Ce qui se passe aujourd'hui entre la frontière de l'Ukraine et de la Pologne nous montre que nous en aurons encore plus besoin demain, ce qui signifie que ce sont des objectifs qu'il faudra continuer à financer, d'où le besoin d'une union des marchés des capitaux qui nous permette un financement, une mobilisation de l'épargne privée et de l'investissement privé au service des biens communs. Merci beaucoup, Pervenche Berès, pour ces mots de conclusion. Merci infiniment aussi à Claire Vaison, à Dorothée Rouzet et à Guntram Wolf. Merci pour vos applaudissements. Et je vous invite à regagner la salle. Et puis, je vais juste accueillir pour un petit mot conclusif Grégory Claeys, qui est directeur du département économie à France Stratégie. Bonsoir. Mais bonsoir, Grégory. Bonsoir, absolument, on peut dire. Mais alors, partez pas trop vite, hein, parce que juste après, il y a un cocktail qui dure jusqu'à 19h, et ce sera vraiment le soir. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'honneur et la lourde tâche de conclure cette conférence.
Rassurez-vous, je ne vais pas être très long. Je vais faire le plus vite possible parce que déjà, on a eu une après-midi très chargée, des discussions très riches, des interventions de grande qualité. Vraiment, merci aux intervenants, c'était vraiment de grande qualité. Et merci au public pour les questions très pertinentes qui ont été posées. Par ailleurs, je vais faire très vite parce que, comme vous venez de le dire, on a un cocktail qui nous attend et je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je sais que le cocktail, c'est toujours le moment le plus important d'une conférence. Néanmoins, si vous me laissez peut-être quelques minutes pour essayer de résumer les principaux enseignements de ces deux tables rondes, et c'est très difficile, donc je suis désolé auprès des intervenants, je vais essayer de résumer au maximum en 3 points, en bon français. Et du coup, j'en ai tiré en effet trois principaux messages. Le premier enseignement de ces tables rondes pour moi, c'était sur le bilan de l'Union européenne qui a été très discuté dans la première table ronde. Et au final, sur le bilan de l'Union européenne et l'évolution de l'UE ces 15 dernières années, j'étais étonné en fait du consensus qu'on a pu avoir et du fait que finalement on avait un message assez optimiste sur les évolutions de l'UE ces 15 dernières années. Bien sûr, Xavier, André ont souligné beaucoup les erreurs qui ont été commises au début de la crise de la zone euro. Parfois aussi les erreurs qui ont été commises quand on a construit l'union économique et monétaire, qui ont amené à des déséquilibres, qui ont amené à la crise de la zone euro. Mais je trouve qu'il a beaucoup été souligné le fait que après cette crise de la zone euro et pendant cette crise de la zone euro, comme l'a dit Natacha, ça a commencé dès 2012 avec Draghi. Après, c'est la Commission qui a pris conscience de ses erreurs et qui a changé à partir de 2015, comme l'a dit Xavier, à partir de la Commission Juncker. Il y avait vraiment ils ont appris de leurs erreurs et ils ont changé leur façon de faire de la politique économique. Et donc, en fait, peut-être qu'à l'époque, on soulignait surtout les défauts de l'Union européenne, mais rétrospectivement, quand on se met 15 ans plus tard, on peut se dire que pour quelque chose qui est quand même assez nouveau, l'Union économique et monétaire à ce moment-là avait seulement une dizaine d'années, quand on regarde, on se rend compte que l'Union économique et monétaire et l'Union européenne, finalement, a changé assez rapidement en 2012, en 2015. Et du coup, ça leur a permis, quand on est arrivé en 2020 à la crise du Covid, là, d'agir très, très rapidement. Et ils avaient à leur disposition, en plus, une boîte à outils qui avait été étoffée justement pendant la crise. La BCE avait des nouveaux outils. On avait créé le mécanisme européen de stabilité. Donc, on avait plein de nouveaux outils qui ont pu être mis en place et débloqués très, très rapidement pendant la crise du Covid. Donc, finalement, comme l'a dit aussi l'a dit Natacha, on a appris de nos erreurs et on l'a fait, on a amélioré nos politiques ces 10 dernières années. Donc ça, c'était le premier point, un bilan finalement assez optimiste malgré toutes les crises qu'on a pu vivre. Le deuxième message important, c'est que même si on a fait d'énormes progrès ces dernières années, on se rend compte aussi, et ça a été souligné dans les deux tables rondes, que l'Union européenne fait face à des défis qui sont considérables. Et j'en ai été 4 grands défis principaux. Le principal, finalement, c'est le défi géopolitique, c'est l'enjeu géopolitique. Comme l'a dit Sébastien, le monde a changé autour de nous. On a un monde qui nous entoure qui est plus difficile, disait André, je dirais même moi plus hostile. Sébastien, notamment quand il parlait des politiques commerciales, donc d'un point de vue économique, il a beaucoup souligné l'affaissement du multilatéralisme, l'usage des rapports de force, que ce soit de ceux qui sont les plus hostiles, bien sûr, comme la Russie ou même la Chine, mais même de ceux qui sont traditionnellement nos partenaires, comme les États-Unis, qui ont une politique commerciale qui est beaucoup plus affirmée, qui est beaucoup plus offensive. Donc il y a cet enjeu géopolitique, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'était le changement climatique, et ça avait déjà été souligné même par Cédric, mais ensuite on est revenu là-dessus sur le problème d'acceptabilité du Green Deal et de sa mise en œuvre. Notamment Dorothée l'a bien souligné, on a mis en place des cibles très ambitieuses, et ça c'était vraiment bienvenu du côté de l'Union européenne, au niveau européen. Mais maintenant, il faut mettre en œuvre ce Green Deal, et on se rend compte qu'il y a ces problèmes d'acceptabilité, il y a aussi au niveau européen parfois des problèmes de moyens, c'est-à-dire que, comme le disait Jean Pisani-Ferry aussi dans l'extrait qu'a rappelé Cédric, l'Union européenne est responsable devant les citoyens de ces cibles, mais en fait elle n'a pas les outils pour le faire. Donc c'est un peu problématique. Ça m'amène au troisième défi, qui est un défi institutionnel. On a mentionné plein de problèmes institutionnels, et notamment Xavier qui
qui a bien conceptualisé ça. Il a parlé d'ambiguïté entre le fédéralisme et la coordination intergouvernementale. On n'est toujours pas sorti de ce problème-là. Et on ne sait pas encore exactement comment se répartir les tâches entre les nations et l'Union européenne. Et le dernier point, le dernier défi, qui est un défi très très important, c'est le défi de la stagnation économique. On a parlé beaucoup du retard de l'Union européenne au niveau du numérique, mais plus généralement au niveau de l'innovation, au niveau de la productivité. Et il a même été évoqué les problèmes de démographie en Europe. Donc ça, c'est le problème de stagnation, un grand défi pour la prochaine commission. Alors, comme l'a dit, je crois, Sébastien à un moment, on a vraiment une prise de conscience de ces défis aujourd'hui, mais on n'a pas encore toutes les réponses, elles sont encore en gestation. Et du coup, ça m'amène au troisième grand enseignement de ces tables rondes, qui est en fait, quelles sont les priorités pour la prochaine commission et pour le prochain Parlement. Alors j'ai l'impression que j'arriverai pas à vous faire une liste exacte des priorités, ce qui montre qu'elles commencent à être esquissées. Il y en a 25. Mais il y en a un grand nombre, quoi. Il y en a 27, il y en a autant que le nombre de pays. Mais j'en ai quand même listé 3 grandes. À ma surprise, en fait, la plus grande priorité finalement qui a été soulignée dans cette table ronde, c'est l'enjeu institutionnel et notamment le besoin de réformer l'Union européenne et justement de résoudre cette ambiguïté entre fédéralisme et coordination. Natacha, à un moment, a posé cette question très importante, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire en commun. Je crois que c'est Dorothée aussi qui a répété pratiquement la même question. Donc c'est une question essentielle. Et c'est une question, en fait, quand on est pris, et l'Union européenne est prise dans toutes les crises, elle n'a pas le temps de se poser ces questions importantes. Et du coup, je pense que la prochaine commission, si elle a la chance de ne pas être dans la permacrise lors des 5 prochaines années, c'est une question qu'elle aura à se poser et une question qu'elle devra répondre au niveau institutionnel. Donc ça, c'est plutôt au niveau conceptuel. Et il y avait aussi des questions au niveau opérationnel. Pervenche en a beaucoup parlé. C'est qu'est-ce qu'on va devoir changer pour que ça marche, notamment si on élargit et qu'on devient 35 pays. On va devoir changer les modes de décision, on va devoir changer le budget. Guntram en a aussi parlé. On va devoir changer, notamment, Pervenche en parlait, on va peut-être devoir utiliser autrement le mécanisme européen de stabilité. Donc il y a des questions institutionnelles très importantes. Et l'autre élément, le deuxième élément, je dirais, la deuxième priorité, qui a été très prégnant dans la deuxième table ronde, c'est tout simplement d'assurer la sécurité de l'Europe. Alors Guntram a été très sur assurer la sécurité de l'Europe d'un point de vue vraiment premier du terme, d'un point de vue de défense. Chacun dans son rôle, en fait. Oui. La guerre est à notre porte. Il faut qu'on fasse quelque chose et on va devoir utiliser des politiques et aussi des politiques économiques pour assurer notre défense. Et après, il y a eu tout ce dont a parlé Dorothée, notamment sur assurer la sécurité économique de l'Europe et notamment sur l'idée d'opérationnaliser tous les instruments qui ont déjà été décidés. Et enfin, la troisième priorité, c'est celle de la compétitivité. On a vraiment beaucoup parlé de compétitivité. Alors, je ne suis pas sûr, en fait, que nos intervenants aient parfaitement défini ce qu'ils voulaient dire par compétitivité. Ça allait un peu dans tous les sens. C'était très protéiforme. Et du coup, les réponses apportées à ces problèmes de compétitivité, d'ailleurs, allaient aussi un peu dans tous les sens. On a parlé politique d'investissement pour la compétitivité. Claire a beaucoup parlé de politique énergétique, parce que évidemment, les coûts de l'énergie, c'est une brique essentielle dans notre compétitivité. Donc, politique énergétique, politique d'investissement. On a parlé de politique industrielle aussi. On a parlé d'union de marché des capitaux. Pervenche l'a beaucoup souligné, et c'était dans le rapport d'Enrico Letta. Donc voilà, la compétitivité, c'est quelque chose dont on va pouvoir beaucoup parler. Je pense que quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille, nous, peut-être à France Stratégie aussi, c'est justement apporter une vraie définition de ce que c'est que ce problème de compétitivité et comment on le règle. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose, mais sinon, avant de rendre la parole et de vous laisser enfin aller au cocktail, je voulais, même si Cédric l'a déjà fait, mais je voulais vraiment remercier tout d'abord nos intervenants qui se sont déplacés pour certains depuis l'étranger, qui parfois étaient en ligne, parfois sont déplacés accompagnés. Dorothée, merci beaucoup d'être venue à ce stade. Donc vraiment, merci à nos intervenants. Vraiment, vous avez été très très clair et et vous avez fait des interventions très riches. Je voudrais aussi remercier Frédéric
qui a vraiment mené avec brio ces débats, bien mieux que moi. Je suis habitué à faire moi-même modérer des débats et vous le faites bien mieux que moi, donc je suis ravi qu'on ait fait appel à vous pour le faire. Et enfin, je voudrais remercier les équipes de France Stratégie qui ont participé à l'organisation et à la préparation de cet événement, notamment Alain, Christelle, Marie-Cécile qui nous ont aidé à préparer, et aussi l'équipe de com, bien sûr, et en particulier Clémentine et Harry qui ont tout organisé aujourd'hui. Merci. Et enfin, merci au public, bien sûr, de s'être déplacé jusqu'ici. Moi, j'ajoute qu'on peut remercier Grégory Claes parce que l'exercice qu'il vient de faire est excellent et très difficile à réaliser, donc vous pouvez l'applaudir aussi. Et puis, je me permets même de remercier le patronage du Bon Conseil pour nous avoir permis de nous réunir dans cette salle, et l'équipe technique aussi, qu'on ne remercie jamais. Et donc voilà, je les remercie parce qu'ils sont au fond. Voilà, merci à vous. Et donc, rendez-vous, bien sûr, pour le cocktail. Ça doit se passer juste derrière. Et on peut continuer les discussions et échanger encore sur l'Europe. Merci à vous.